Ben, merci d'être aussi nombreux pour cette séance autour de centres sociaux, tiers-lieux et numérique. On avait justement d'ailleurs pour introduction un petit point de vigilance, c'est que vous vous doutez que les tiers-lieux, c'est bien plus large que dans le concept, et on le verra aussi avec Yvan tout à l'heure qui interviendra sur l'histoire de la construction de ce concept. C'est bien plus large que le numérique. Ça vient interroger l'ensemble des fonctionnements, voire l'ensemble des thèmes. On peut avoir des tiers-lieux effectivement numériques, mais il y en a des culturels, il y en a des environnementaux, agricoles. Et donc, ça veut dire que cette question des tiers-lieux, on la reposera sûrement au niveau de la Fédération nationale sur l'ensemble des thèmes qui traversent les centres sociaux, pas uniquement le numérique. Mais aujourd'hui, en tout cas, on souhaitait en parler avec vous, notamment autour de ce thème du numérique, parce que vous allez voir que plusieurs politiques publiques se structurent en mélangeant ces deux thèmes, numérique, tiers-lieu. Voilà, ça nous interrogeait sur la place des centres sociaux, sur la vision que peuvent avoir les politiques, mais aussi des acteurs de territoire autour des tiers-lieux, mais aussi autour des centres sociaux, ce qui peut interroger notre nature. Pour démarrer, on va commencer par un petit sondage. Vous en aurez 3 tout au long de la séance qui va nous permettre un peu de prendre la température. Et pour ça, je vais vous copier un lien dans le chat. Alors, j'y vais de ce pas. Euh, hop. Et il faut que vous puissiez cliquer sur ce lien et vous allez atterrir sur une application qui s'appelle Klaxoon, où vous aurez juste à mettre un pseudonyme et à répondre à 2 questions. Si vous avez des petits soucis avec le lien, faites-le remonter dans le chat. Et donc, merci de répondre à ce petit sondage. Voilà, je vois qu'il y a déjà 45 participants, donc ça va vite. Il y a juste 2 questions. « 83 ». Très bien. OK. J'ai encore 2 petites secondes avant de reprendre la main. Donc, si jamais il y a des nouvelles personnes qui se connectent, je recopie le lien dans le chat pour que vous puissiez aller remplir le sondage. Voilà, bien. On va pouvoir démarrer. Alors, juste vous dire sur ce sondage, je ne vais pas vous présenter comme ça, si on pourrait le faire. Hop. Rapidement à la question. Vous pensez-vous être un tiers-lieu? Voilà, vous êtes 50-50. Donc, ça va pouvoir permettre du débat tout au long de ce temps de webinaire. Pour le nom, j'avais demandé que vous puissiez mettre 1 ou 2 phrases. Donc, je suis un humain avant tout, tête de réseau, on est une fédération de centres sociaux. Donc voilà, bah, écoutez, on va pouvoir aussi en parler. Donc, on part avec du 50-50 sur cette vision tiers-lieu. Se dire aussi que, je l'ai dit un peu en intro, mais on va approfondir un peu ça, c'est qu'il y a effectivement la notion des tiers-lieux. Et pourquoi on la croise avec le numérique? C'est que le numérique réinterroge beaucoup les projets des centres sociaux, dans les territoires, dans le territoire virtuel. C'est un chantier effectivement au niveau national, comme maintenant à 2 ans, je pense. Voilà, et on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient interpeller la façon dont on fonctionne, alors tant dans les équipes que dans les territoires, la façon dont on met ça effectivement en relation avec l'humain. Je rejoins le fait que nous sommes des humains avant tout. Pour autant, on a tout un environnement numérique, alors qui a été accéléré par la crise sanitaire, notamment sur l'usage. Et ça nous interroge aussi sur la façon dont on intègre ça dans les centres sociaux.
Et pourquoi on le croise à tiers-lieu? C'est que très souvent, ces deux notions sont un peu mêlées. On en parlera tout à l'heure avec fabrique de territoire, fabrique de territoire numérique. Et on s'aperçoit que c'est des notions qui sont très souvent attachées l'une à l'autre, même si elles peuvent être séparées dans la définition de base. Voilà. Et on s'aperçoit aussi que, ça je vous le dirai sur une autre partie, il y a une vraie structuration de politique publique autour de cette notion de tiers-lieu qui inclut une notion numérique dans les cahiers des charges. Voilà. Tout ça aussi, et on le verra au fur et à mesure du webinaire, peut interroger notre manière de promouvoir notre propre réseau et nos projets sociaux dans les territoires par rapport à tout ce qu'on va pouvoir se dire ce matin. Juste vous dire aussi que c'est qu'un premier pas, hein, on verra comment on avance au fur et à mesure sur ces notions. Peut-être qu'on imaginera d'autres temps. Voilà, on a un séminaire numérique en deuxième partie d'année, donc on vous tiendra au courant et ça fera sûrement partie d'un atelier. Très bien, donc merci à vous. Moi, je pense qu'on peut tout de suite attaquer la question de l'histoire avec Yvan. Le fait de gagner quelques minutes nous permettra de gagner quelques questions tout à l'heure. On vous propose déjà un retour déjà sur l'histoire des tiers-lieux, comment ça s'est construit, quelle peut être la vision institutionnelle ou la vision des têtes de réseau comme France Tiers-Lieux. Et puis ensuite, je reprendrai la parole juste pour vous dire un peu ce que nous, on a pu déceler dans les enjeux ou les risques de cette notion de tiers-lieu. Et puis, on pourra vous passer la parole pour des questions et des réponses si nous les avons, mais peut-être nous ne les avons pas toutes. Voilà, alors je vous présente Yvan Gaudreau, qui est coordinateur sur le centre social de Chemillé, qui est à l'origine voilà, d'un cybercentre, d'un Fab Lab, voilà, plein de choses. Donc, tu pourras rapidement te présenter, Yvan, pour qu'on te situe. Voilà, et puis je te laisse la parole. N'hésite pas si tu as besoin de m'interpeller. N'hésitez pas, juste avant Yvan, je vous l'ai mis dans l'onglet discussion, mais au fur et à mesure de l'intervention d'Yvan et des différentes contributions de la matinée, si vous avez des questions, écrivez-les dans le petit onglet Q et R, à partir du petit bouton Q et R que vous avez en bas de votre fenêtre. On va les regarder, on va les synthétiser et on les partagera avec les intervenants et intervenantes au fur et à mesure. Et je te donne la parole, Yvan, juste avant. Est-ce qu'il sera possible d'avoir l'enregistrement du webinaire? La réponse est oui. Voilà, à toi, Yvan. Je te rassure, Yvan, tu n'es pas seul. Ouais, est-ce que vous... Non, parce que du coup, j'ai une coupure de connexion Internet, excusez-moi. Bonjour à tous, donc Yvan Gaudreau. Alors, je vais me présenter juste en deux mots, et puis c'est vrai que j'ai pris en charge cette mission qui est impossible de définir les tiers-lieux. Donc, je vais avoir un petit peu de temps pour échanger avec vous là sur d'où vient un petit peu le terme, un petit peu aussi comment il a été réapproprié au fur et à mesure des années. Et puis, je ne me considère pas comme un expert des tiers-lieux. Donc, très concrètement, j'ai été chercher des informations de ci, de là, d'experts de tiers-lieux. J'ai écouté des choses, mais il ne faudra pas hésiter à me contredire, que ce soit dans le chat ou que ce soit après dans les questions, les réponses, parce que je ne me considère pas comme un expert en la matière. Juste pour dire d'où je parle, moi je suis animateur à la base d'espace public numérique et puis maintenant aujourd'hui je suis coordinateur du secteur socioculturel du centre social de Chemillé en milieu rural. Donc on est sur une commune de 22 000 habitants. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Donc ce que je vais vous proposer, c'est dans un premier temps de voir un petit peu d'où vient ce terme de tiers-lieu, quelle était la définition de base, et ensuite de voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que l'on entend derrière ce terme de tiers-lieu et comment ça se définit sur nos territoires. Alors j'espère que ça va vous convenir. J'ai à peu près 20 minutes pour vous présenter tout cela. Donc
je vais essayer d'aller assez rapidement, mais en prenant le temps de bien expliquer d'où l'ensemble de mon propos. Alors, je vais partager l'ensemble. Voilà. Est-ce que tout le monde voit, je pense, mon écran? Ouais, c'est bon, pas de souci. Ouais. Par contre, on n'est pas en mode... Ah si, voilà, ça y est, nickel. Voilà. Donc le webinaire, donc c'est bien tiers-lieux, centres sociaux et numériques. De quoi parle-t-on? En quoi ça nous parle? Alors vous avez bien entendu que moi à la base je suis un animateur numérique, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce biais numérique sur lequel je vais pas mal axer. On verra plus tard qu'il y a d'autres biais qui peuvent être axés sur l'alimentation, sur tout ce qui est travail, etc. Mais là notre propos on est bien sur le numérique. Donc déjà, d'où on parle? À la base, ça vient d'où cette histoire de tiers-lieu? Alors, pour ceux qui sont un petit peu habitués à ce terme, ça a été fait dans un livre d'Oldenburg. Alors, je suis très nul en anglais. La très bonne place, comme ça je le dis en français, ça m'évite les problèmes. Donc l'idée, c'était de dire dans ce livre, voilà, il y a des places qui font le cœur de communautés, de villages, de communautés de villes, de quartiers, etc. Et donc, dans ce livre de Dunbourg de 89, il y avait une définition sur le chapitre 2 des tiers-lieux. Donc, elle se définit comme ça. Les tiers-lieux présentent la qualité d'une place qui permet les rassemblements dans un cadre public informel, qui contribue à créer une communauté vivante, qui favorise une communion naturelle et un sentiment d'appartenance, plus qu'une association de nature civique. Association de nature civique, on entend derrière, si on habite une même ville, on est habitant d'une même communauté de village. Donc là, c'est quelque chose en dehors de sa nature civique, donc qui est plus de l'appartenance, un sentiment d'appartenance qu'on pourrait dire culturel. Ils offrent un lieu favorable à la diversité, où les gens peuvent être eux-mêmes acceptés pour ce qu'ils sont ou en phase avec ce à quoi ils aspirent. En gros, ça, c'est la question centrale des tiers-lieux qui est l'accessibilité. C'est-à-dire que les gens peuvent rentrer, se sentent de pouvoir rentrer dans ces lieux-là. On sait qu'il y a des lieux où on ne s'autorise pas parfois de rentrer. Dans les qualités d'un tiers-lieu, d'après Oldenburg, il y avait quand même cette question de on peut se sentir, tout le monde peut se sentir apte à rentrer dans ce lieu. Alors, Oldenburg il a été dans ce deuxième chapitre un petit peu plus loin, à aller dans la question de comment on peut reconnaître un tiers-lieu. Comment on reconnaît un tiers-lieu? Quelles sont les caractéristiques d'un tiers-lieu? Là, je ne me suis pas trop embêté. Il y a un super site qui s'appelle tierlieu.be, donc c'est les tiers-lieux belges. Donc il y a pas mal d'informations dessus. Il ne faudra pas hésiter à aller voir, où il y a l'ensemble des caractéristiques. Donc, je trouve que c'est bien de prendre le temps quand même de reprendre ces caractéristiques qui sont les caractéristiques de base, donc en 89, de l'idée de tiers-lieu. Donc déjà, il y a l'idée de terrain neutre. Donc là, on voit les occupants du lieu sont libres et ont peu de responsabilités. Ils peuvent aller et venir comme bon leur semble. C'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à venir dans ce lieu. Il n'y a aucune obligation. On peut arriver, on peut partir sans que l'on soit fliqué ou que l'on prenne absolument nos noms, prénoms pour la suite. L'ouverture, donc c'est ce qu'on disait, accessibilité, ouverture, on entend un petit peu la même chose, c'est que quel que soit le statut social, quel que soit d'où vient la personne, elle peut rentrer et du coup on a le côté aussi sentiment d'appartenance à une communauté, c'est-à-dire on est sur une communauté, mais une communauté ouverte. Donc il y a l'ouverture de cette communauté à l'extérieur et donc l'accessibilité aussi derrière. La communication, donc alors là ils mettent, c'est important le fait qu'elle s'organise de manière joyeuse et spontanée. Donc en gros, il faut que le lieu
soit un lieu qui soit, on va revoir après, convivial, et cette communication, elle se fait autour de ça. Une communication assez facile, assez simple, et qui se fait de manière spontanée. Accommodant, donc là, il faut que les tiers-lieux là s'adaptent aux demandes aussi des usagers. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des concepts qui travaillent là-dessus. On va bouger le lieu selon comment les gens vont utiliser l'espace. Donc, au lieu de mettre un lieu qui soit défini dès le départ, selon l'usage des personnes, on va adapter le lieu au fur et à mesure que les gens l'utilisent. Et là, on va pouvoir aussi adapter non seulement le lieu, mais aussi les activités proposées dans cet espace. Noyau dur, donc ça, c'est vraiment ce que l'on appelle la communauté. Dans tout ce qui est tiers-lieu, Fab Lab, etc., on va parler de communauté. Il y a une communauté de personnes qui font le noyau dur. Dans les bars, parce que vous voyez bien sur la première slide, il y avait plutôt des bars, ben, c'est les piliers de comptoir. C'est eux qui vont donner un petit peu cet esprit à l'espace, au lieu, et selon les piliers de comptoir que l'on va avoir, et dans les centres sociaux, on ne va pas forcément les appeler des piliers de comptoir, mais selon les personnes qui vont être des usagers récurrents, réguliers de nos espaces, et bien du coup, on va avoir une ambiance, on va avoir une vision qui va être différente. Profil bas, ça c'est intéressant parce que ça ne parle pas du tout à la base, mais c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas dans des lieux à la base qui sont snobs, prétentieux, et des lieux où on n'a pas l'envie de rentrer. Ça tient un petit peu de la communication et de l'ouverture aussi derrière. Donc, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est ouvert à tous et qui permet à tous de pouvoir rentrer dedans. L'ambiance, donc l'ambiance, c'est aussi derrière les discussions. Donc, l'une des premières choses à faire dans un tiers-lieu, dans un lieu, d'après Oldenburg à l'époque, c'est la première chose qui se passe dans un tiers-lieu, c'est la discussion, c'est discuter, c'est que les gens échangent dans ce lieu, partagent des temps conviviaux ensemble. Donc ça, bien entendu, hein, on le voit dans les bars, mais on le voit aussi dans plein d'autres espaces qui existent. Et une maison hors de la maison. Donc là, on est vraiment sur le sentiment d'appartenance du tiers-lieu. Dans l'idée, c'est chez moi, quoi. Je me retrouve au chaud dans un espace que je connais, même si c'est pas chez moi. Eh bien, je me sens un petit peu chez moi quand même. Et vous voyez bien sur l'ambiance, la communication, l'ouverture, etc. Pour se sentir chez soi, il faut être en sécurité, il faut être en confiance avec le lieu qui nous accueille. Donc, il y avait toutes ces questions-là. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur ce site, la tiers-lieu.be. À chaque fois qu'il y a du bleu, là, ça va un petit peu plus loin derrière sur le tiers-lieu. Je vais vite, parce qu'autrement, je pourrais y passer la journée. Après, nous, le concept vraiment des tiers-lieux, il est arrivé avec ce logo que certains, alors plutôt en ville, hein, nous en milieu rural, on connaît moins ce logo, mais les personnes qui sont plutôt en ville, ils connaissent bien, c'est Starbucks. Starbucks Coffee, on a fait un petit peu des thèmes et des thèses d'Oldenburg, sa philosophie, en se disant, bah, tiens, bah, c'est super, nous, nos cafés, c'est vrai qu'on veut en faire des espaces, des tiers-lieux. Et puis, au fur et à mesure du temps, dans les années 2005, 2010, etc., il y a des Starbucks qui sont venus aussi chez nous, mais c'est plutôt en Amérique à la base. Et du coup, à la longue, on a fini par confondre le côté recette Starbucks Coffee et puis le côté tiers-lieu. C'est-à-dire, on se disait, faites un sondage, offrez le Wi-Fi et le café dans un lieu convivial, et ça y est, vous êtes un tiers-lieu. Ça, c'était un petit peu la philosophie des Starbucks Coffee et qui s'est un petit peu agrandie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien que
il y a un petit peu du Wi-Fi partout où on peut se poser. Et en effet, on se pose parfois là où il y a du Wi-Fi. Moi, surtout quand je vais dans des villes, mais je cherche un lieu convivial où j'ai du Wi-Fi, où je peux me poser pour prendre un café, pour travailler. Et c'est vrai qu'on peut croiser les gens, etc. Et ça, voilà, Starbucks Coffee l'a un petit peu amené en France comme sur l'idée d'amener ce Wi-Fi. Ça permet de devenir un tiers-lieu avec un plus. Ce plus Wi-Fi qui permet de faire rentrer les gens, une nouvelle communauté à l'intérieur. Alors, c'est un petit peu, viens comme tu es. Nous, en milieu rural, on est plus sur, à l'époque, parce que moi, j'étais dans l'espace numérique, les gens me demandaient où est-ce qu'on peut avoir du Wi-Fi gratuit. Et les gens allaient au McDo, travaillaient au McDo, alors qu'ils n'avaient pas envie d'un McDo, mais juste pour avoir le Wi-Fi. Donc, en fait, on peut se dire aussi qu'avec Starbucks et toute cette philosophie, les McDonald's, etc., sont devenus quelque part des tiers-lieux, parce qu'il y avait des gens qui venaient aussi faire autre chose et être dans un lieu convivial pour avoir quelque chose qu'ils n'avaient pas ailleurs. Donc voilà. Et du coup, les cafés, les McDo, etc., il faut bien se dire que le rôle premier du Starbucks Coffee ou du McDo, c'était pas d'offrir le Wi-Fi pour travailler. Donc, ce lieu a été détourné un petit peu de la part des usagers pour en faire autre chose. Donc, les usagers ont pris le pouvoir quelque part et ont détourné l'usage premier de cet espace pour en faire quelque chose dont eux, ils avaient besoin. Donc, c'est aussi, là, quand on a vu arriver ça, une certaine définition des tiers-lieux. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Alors là, il y a un petit schéma qui a été fait parce que nous, en effet, dans les espaces numériques, donc là, c'était dans les années 2012-2013, on se disait, mais en fait, OK, les Starbucks, c'est des tiers-lieux, les McDo, ça devient des tiers-lieux, mais nous aussi, en fait, on est des tiers-lieux parce que les gens viennent utiliser le Wi-Fi, se posent, font des choses différentes, etc. Donc, on a commencé à réfléchir à ça. Et avec un groupe régional qui s'appelle Parcours Numérique en région Pays de la Loire, on a mis en place il y a eu cette cartographie qui est née un petit peu, avec la question des interactions sociales, des rencontres informelles, hein, on revient à ça, d'un espace en effet hybride entre espace personnel, ouvert, domicile-travail, convivialité, mais permettant aussi la concentration. Un passage, un carrefour de la communauté, c'est-à-dire que c'était un lieu de passage où les gens se croisent. Un lieu qui est défini par ses usages, ce n'était pas juste un espace. En dehors de l'espace numérique que l'on avait, même si on était à l'extérieur et que l'on proposait les mêmes activités numériques, et bien on continuait à faire tiers-lieu autour de ce que l'on mettait en place. Et puis, bon, voilà, il y avait chaque tiers-lieu est différent, mais ça, on en reparlera. Et puis, vous voyez, là, il y avait des amis occasionnels, des professionnels, des habitants du quartier qui se retrouvaient donc, dans ce qu'on appelle, nous, notre tiers-lieu, entre la maison, donc vous voyez là sur la gauche, et le travail, qui est représenté comme un building. Voilà. Et donc, c'était ce lieu-là entre les deux. Nous, ça ressemblait à ça à l'époque. Hein, donc, une bande de jeunes geeks qui étaient sur leurs ordinateurs le mercredi après-midi et des moins jeunes à d'autres moments. Une petite anecdote, j'ai noté anecdote, comme ça me permet de me rappeler. Ça, c'est un collègue qui m'a raconté ça et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la partage aujourd'hui parce que ça définit vraiment bien, je trouve, le côté tiers-lieu des espaces numériques, mais après, on peut le réutiliser pour autre chose, vous allez voir. Donc, il y a mon collègue Bruno Méro qui me racontait ça d'un autre espace numérique. Une fois, il y a un parent qui a appelé son jeune sur son téléphone portable. Donc, le jeune a répondu. Et puis, donc la maman, on imagine qu'à l'autre bout du téléphone, elle a dit mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais? On est vendredi, il est 19h30.
Du coup, on t'attend pour manger, etc. Et le jeune a eu cette réplique que je trouve vraiment très, très représentative. Bah, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à l'école, tu veux que je sois où? Ah ben, tu es au cybercentre. Et donc ça, vous voyez, derrière ça, il y avait le côté, le jeune, en fait, il a expliqué ce que c'était un tiers-lieu. Il était ni à l'école, donc on peut l'assimiler au lieu de travail, il était ni à la maison, donc quel était son autre lieu d'appartenance, son autre lieu où lui, il se retrouvait régulièrement et il se retrouvait dans une communauté? C'était l'espace numérique, donc le cybercentre. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui représente bien la philosophie et puis l'esprit aussi tiers-lieu. C'est-à-dire qu'on est, quand on n'est pas à la maison, quand on n'est pas au travail, eh bien, des lieux réguliers où on va aller, on peut les nommer en tant que tiers-lieu. Frédéric, juste, il me reste combien de temps pour que je vois si... Ça va. Donc, après, dans les années 2010-2015, on a un retour. Oui, vas-y, Frédéric, je ne t'entendais pas. Oui, non, tu as encore du temps. Vas-y, vas-y. Je te dirai quand ça commence à être urgent. D'accord, ça marche. Donc, dans les années 2010, 2013, 2015, on a eu une résurgence de cette notion de tiers-lieu. C'est revenu sur le terrain et c'est pas revenu par les cafés, par les McDo, etc. Mais c'est revenu plutôt sur le côté, ce que je mettais ici, innovation, expérimentation et nouveaux espaces. Et là, il y a une cartographie des espaces hybrides qui avait été faite, où, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien ça. Les termes que l'on a là, c'est quelque chose des années 2013-2015 qui a été fait, ça, où on voit Fab Lab de quartier, Living Lab, Atelier partagé, Civic Lab, Hackerspace, Hack Lab, alors tous les labs, tous les civiques, tous les hackers. Là, ça y est, tu as perdu tout le monde, Divan. Voilà. Tous les espaces de coworking, voilà. Et donc là, on se retrouvait dans la novlangue et on se retrouvait dans des nouveaux espaces qui avaient des nouveaux noms, qui perdaient un petit peu les gens et avec beaucoup d'innovation, d'expérimentation. Donc là, on a vu que sur ces années-là, 2010, donc on est après la crise à l'époque, et donc là, c'était relancer les choses, relancer aussi l'économie sur les territoires. Donc il y a eu tout ce travail-là, et puis sur vraiment les choses qui ont impacté. Alors là, on voit, hein, quand vous regardez cette cartographie, tous les labs qu'il y a, Fab Lab, Civic Lab, Living Lab, Museum Lab, Media Lab, Info Lab, etc. Ça fait beaucoup de mots nouveaux, beaucoup d'espaces nouveaux pour des choses peut-être qui existaient déjà, mais du coup, là, il y avait quand même une envie de recréer, d'innover, d'expérimenter. Et puis en 2018, donc là, on est arrivé entre 2015 et 2018 vraiment sur une réflexion et l'arrivée de la nouvelle réflexion du terme de tiers-lieu. Le terme de tiers-lieu, comme on l'avait vu avant, c'était très bien. Mais du coup, il y a eu quelque chose d'impactant en 2018, c'est le rapport de la mission Coworking. Donc, c'était une mission qui avait été missionnée par l'État. Et du coup, pour faire l'état des lieux un petit peu du coworking, du co-travail en français, comment ça se passait, et puis ces nouveaux espaces qui apparaissaient avec ce co-travail, donc tous les labs, comme on a vu avant, qu'est-ce que ça impactait sur les territoires et qu'est-ce que ça disait pour la suite, pour demain, et puis comment il fallait les accompagner. Donc ce rapport, il a mis en avant qu'il y avait, alors vous voyez, la mission répertoriée en France, près de 1800 tiers-lieux, dont 46% se situent en dehors des métropoles.
Donc, ça veut dire qu'ils avaient répertorié 1800 tiers-lieux, ce qui est énorme. Donc là, l'État s'est dit, tiens, ben, coworking, c'est un travail sur les tiers-lieux. Et ben, du coup, le coworking, c'est du tiers-lieu. Donc, tout de suite, la question s'est mise ici. Alors, vous voyez bien, l'évolution s'est faite petit à petit. Starbucks a amené le Wi-Fi. Ensuite, nous, les espaces numériques, on a commencé à valoriser ça. Et du coup, l'apothéose, en fait, dans les années 2010-2020, c'est ce rapport de la mission coworking qui a amené cette idée de le coworking, le télétravail et tiers-lieu, c'est des choses qui vont vraiment ensemble et qui sont quasiment très, très liées. Donc, dans les constats qu'ils ont faits, il y a eu 4 enseignements. L'émergence des tiers-lieux s'inscrit dans un mouvement de fond et touche l'ensemble du territoire. Auparavant, vous imaginez bien que l'idée, c'était plutôt que les espaces de co-travail, de coworking, c'était dans les grandes métropoles, pour les gens qui n'avaient pas de bureau, parce que ça coûtait trop cher. Et là, ça a permis de faire voir qu'il y avait aussi une appétence de la part des espaces ruraux. Ces tiers-lieux sont localement porteurs de dynamiques économiques et sociales très structurantes. Vous voyez, il y a le côté économique et social. Vous imaginez bien que, alors je vais être un petit peu chatouillant, mais les collectivités, l'État, etc., quand ils voient dynamique économique et sociale, à l'époque surtout, ce qui intéresse, c'est le côté développement et dynamique économique. Donc c'est là-dessus aussi que ça a été pas mal travaillé. L'essor de ces lieux préfigure de nouvelles manières de travailler. Il y avait aussi cette question-là. C'est-à-dire que les tiers-lieux ne sont pas simplement des lieux qui font qu'on travaille dedans, mais ça amène une nouvelle façon de travailler. Je vous parlais, quand je vais en ville, je me pose à une terrasse pour travailler. Ça, il y a 20 ans, on ne pouvait même pas s'imaginer, au moins avec un ordinateur, où on travaillait différemment, où il y avait des littéraires, il y a peut-être 30-40 ans, qui travaillaient sur les terrasses des cafés, mais c'était pas vraiment... Donc il y a vraiment cette idée-là de... On peut aujourd'hui travailler en mobilité, on peut travailler d'une nouvelle manière, et aussi avec l'avènement des auto-entrepreneurs, etc., très fort, il y a ce besoin des auto-entrepreneurs qui sont chacun de leur côté de se retrouver dans des espaces où ils peuvent partager des choses parce qu'ils ont besoin, eux aussi, de socialité, de sociabilité. Et enfin, il y avait quand même le côté développer des activités de proximité, encourager les circuits courts. Ces lieux sont des acteurs essentiels de la transition numérique et écologique dans les territoires. Donc il y avait les deux côtés. On va aider à la transition numérique avec des espaces type espace public numérique qui accueillent des tiers-lieux. Et il y a aussi le côté écologique parce qu'il y a l'idée de, dans les tiers-lieux, dans de plus en plus de tiers-lieux, aussi de tenir le côté circuit court, AMAP, travail en lien direct, etc. Donc ça, on pourra en recauser. Donc il y a eu 28 recommandations pour redynamiser l'activité sur le territoire. Et dans ces recommandations, et vous voyez là, c'est bien mis tiers-lieux catalyseur de développement local. Donc sur ces 28 propositions, il y en a 6 qui étaient vraiment fortes. Créer une structure nationale des tiers-lieux porteuse des actions de soutien. Donc là, c'est France Tiers-lieux qui a été créée, donc une association nationale pour soutenir les tiers-lieux. Ensuite, ça a été développé, distribué sur les territoires. Vous avez peut-être sur vos territoires 4 tiers-lieux, la coopérative des tiers-lieux. Dans des régions, il y a des structurations de tiers-lieux qui se sont créées. Appuyer l'émergence de 300 fabriques de territoire. Donc là, on reverra aussi, mais c'est aider les fabriques de territoire à émerger pour permettre de montrer les possibles et d'essaimer aussi sur l'ensemble du territoire. Adoucer le mouvement, un fonds d'amorçage qui pourrait être abondé par des fonds privés pour lancer le dispositif d'accélération. Donc là, vous voyez bien, il y a le côté, OK, il y a un fonds d'amorçage avec des fonds privés,
mais c'est un fonds d'amorçage. C'est-à-dire que les tiers-lieux, il y a aussi l'idée qu'ils devraient un jour pouvoir se passer peut-être de l'État, dans l'idée du rapport coworking. Yvan, Oui. donc encore 5-6 minutes, voilà. Et juste une petite réflexion par rapport à ça, c'est que c'est bien une vision de la politique publique qui définit ça. Complètement. Voilà. Ça, c'est le rapport coworking. Hein. Voilà. Et voilà, donc ça c'est les 6 grosses recommandations. Donc là, ce rapport, il a proposé ces recommandations qui ont été reprises par l'État. Et c'est là d'où vient toute la question sur la mise en place des fabriques de territoire et toute la question, là on voit l'émergence de la question des tiers-lieux là, dans les politiques publiques. Principalement, ça vient de ce rapport de la mission coworking de 2018. Alors, suite à ce rapport, chacun a créé un petit peu sa définition de ce qu'est un tiers-lieu. Ce n'est pas la même chose si on est sur le développement économique ou la cohésion des territoires. Donc, j'en ai relevé quelques-unes que je vous partage. Donc, il y en a celle de société numérique qui est pour moi la plus impactante parce que c'est celle qui amène vers les 300 fabriques de territoire. Donc, c'est ce qui définit un petit peu qu'est-ce qu'une fabrique de territoire, qu'est-ce qu'un tiers-lieu fabrique de territoire. Et vous voyez là, je relis parce que voilà, les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. Chaque tiers-lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté, mais ils permettent tous des rencontres informelles, les interactions et l'innovation sociale. Ils sont les lieux de transformation du travail, de la transition écologique, favorisent l'apprentissage de pair à pair, la créativité et les projets collectifs tout en offrant convivialité et flexibilité. Ils sont ces nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives qui contribuent à la vitalité de nos territoires. Alors ça, c'est l'État. Ça, c'est la définition quasiment de l'État de ce qu'est un tiers-lieu. Et vous voyez, là, on voit par contre qu'il y a bien nouveaux lieux. Pourquoi c'est des nouveaux lieux? Bon. Ensuite, il y a des définitions plutôt du ministère de la Culture. Là, le ministère de la Culture, il a repris vraiment le terme d'Oldenburg au pied de la lettre. Third place, à la base, c'était ça le nom, third place de tiers-lieu. Troisième lieu. Et là, les bibliothèques, elles se présentent comme les troisièmes lieux. Et puis là, j'ai pris sur le ministère de la Culture une présentation d'un modèle de troisième lieu. Donc, lieu de lien social, d'échange, de découverte, ouvert à tous. La médiathèque entend devenir le lieu de rencontre des habitants qui s'y retrouvent pour emprunter des documents, visiter une exposition, ou juste échanger autour d'un café. L'inscription est gratuite et les lecteurs bénéficient également de l'offre numérique mise en place par le département de la Marne, etc. etc. Avec en dessous le côté formation qui amène des financements. Et après, c'est dur, hein, si peu de temps, mais et après, il y a des définitions qui viennent des acteurs. Alors, il y a 2 acteurs vraiment à mettre en avant. Il y a le Movilab. Donc, le Movilab, c'est vraiment la plateforme qui est en travail sur les tiers-lieux ouverts et open source. Donc, on est aussi sur une idée, vous voyez, on revient avec le numérique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'open source, c'est le partage de recettes. Et donc là, ils ont créé au niveau du Movilab un manifeste des tiers-lieux qui se retrouve ici avec ce qu'ils sont les tiers-lieux. C'est un collectif, c'est un espace, c'est du travail. Alors, ils ont mis que c'était du travail. Un cadre de confiance où des individus hétérogènes se réunissent pour travailler, explorer des solutions dans une posture de coworking. Le travail ne veut pas dire emploi. Du coup, il y a aussi cette question-là à poser. Qu'est-ce que le travail? L'organisation, le langage, un langage commun et réappropriable par des mondes différents et parfois contradictoires. Vous voyez, le langage que je vais utiliser là sur les labs, pas forcément très appropriable. Le numérique, quand même une partie numérique, une partie gouvernance. Il y a quand même une vraie question de gouvernance. Quelle est la gouvernance de ton tiers-lieu? C'est vraiment une question qui se pose très régulièrement.
mais qu'on se pose dans beaucoup d'associations aujourd'hui. Les services, quels sont les services du tiers-lieu pour les habitants, la population, comment ils s'adaptent aux demandes de la population, les financements et la prospective. La prospective dans le sens, le tiers-lieu, ce n'est pas juste un lieu où on fait, c'est aussi où on imagine la société de demain, où on accompagne les gens à mieux vivre la société de demain. Et dans la société de demain, il y a des enjeux qui demandent à avoir un petit peu de prospective pour les anticiper. Il y a une autre définition du réseau France Tiers-Lieu, vous allez voir, qui est un petit peu différente. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu de la part de France Tiers-Lieu? C'est des espaces de coworking, Fab Lab, Repair Café, fabrique de recherche, friche culturelle. Tous ces tiers-lieux ont en commun de réunir plusieurs activités, de participer au développement économique d'un territoire et d'animer une communauté de personnes qui y travaillent et y vivent. Ça, c'est sur leur site. Et vous voyez, tout de suite, on voit il y a quand même une place prépondérante à la partie développement économique. Après, là, je te laisse le temps, vas-y, je te laisse le temps. De l'innovation à l'expérimentation, développement économique des territoires. Donc, vous voyez, là, on était jusqu'à maintenant sur tout ce qui était innovation, expérimentation, développement économique avec les fabriques de territoires et le coworking pour préparer le monde de demain. Et aujourd'hui, avec la crise des Gilets jaunes et avec les crises Covid, il y a une nouvelle réflexion sur les tiers-lieux qui commence à se mettre en place. Et il y a un texte qui a été fait par Pascal Desfarges sur processus tiers-lieu, infrastructure civique de résilience, où là, je vous ai mis un extrait, je vous le passerai. En gros, c'est se dire qu'avec la crise sanitaire qui est arrivée, les tiers-lieux ne sont pas simplement des espaces d'expérimentation, ils sont aussi devenus, pour les territoires, des espaces de résilience et qui vont permettre aussi demain d'être résilients avec peut-être la réfaction des services publics sur les territoires, ce qui a pu emmener certaines crises, et puis aussi la demande de sociabilité croissante sur les territoires. Donc là, il reposait sur son texte, Pascal Desfarges, ce recentrage vers ce qu'est l'identité d'un tiers-lieu aujourd'hui. Donc là, c'était un texte de fin 2020. Donc, un tiers-lieu n'est pas un lieu, mais un processus qui peut s'incarner dans un espace ou non. Il est constitué par une communauté de contributeurs dans une logique ascendante et devient le fruit de l'intelligence collective. Il fonde son principe d'interaction sociale et de gouvernance sur le modèle de l'architecture distribuée pair à pair, issu principalement des cultures numériques et de l'histoire des réseaux décentralisés. Il peut adopter les principes du libre et de l'open source, réactivant du même coup la question centrale des biens communs. Et vous voyez là, en fait, on est passé de l'outil technique Wi-Fi qui est amené au numérique. Au côté, le numérique, c'est une culture numérique qui est du pair à pair, du travail distribué et qui infuse dans ces questions de nouveaux espaces tiers-lieux et de commun. Voilà, et j'ai terminé. Désolé si j'ai été un petit peu long. Juste pour finir, présenter que sur notre territoire, on a 22 000 habitants. On est un territoire rural, mais on a déjà quand même plein d'espaces qui se définissent comme un tiers-lieu. On a un lieu privé de coworking, d'incubation d'entreprise. C'est une entreprise, hein, une SA, avec un atelier bois associatif partagé à l'intérieur, qui se définit comme tiers-lieu, qui est un tiers-lieu. La médiathèque et les bibliothèques du territoire, là, ils se disent troisième lieu, et puis les élus, ils veulent le revendiquer comme tel. Le centre social, nous, avec le Fab Lab, Repair Café, ludothèque, échange de savoir, lieu d'orientation, eh ben, on se définit comme tiers-lieu, avec la maison France Service. Et puis, on a un autre lieu culturel sur le territoire, un domaine culturel qui travaille sur les low-tech, les arts du cirque, etc., l'alimentation. Et pour nous, tout ça, c'est des tiers-lieux avec des différences en termes d'économie, de gouvernance, de vision, de communauté. Mais on se retrouve tous un petit peu dans ce concept. Voilà. Merci Yvan. J'espère que j'ai perdu personne. Pour un exercice complexe, on va quand même faire une petite coupure avec quelques questions qui ont été posées tout au fil de ton intervention, Yvan. Et ensuite, on passera à un petit sondage aussi en même temps. Donc, Denis.
Ouais, très, très rapidement, ce qui était intéressant au fur et à mesure de ton intervention, Yvan, c'est qu'on voit dans les réactions, alors que ce soit dans le chat ou dans le petit onglet des questions-réponses, que les gens balancent en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que on a Valérie assez vite au début de ton topo qui dit, bon, ben, on peut bien déduire de cette première partie que tous les centres sociaux ou EVS sont des tiers-lieux. Et puis, c'est également ce que dit un peu plus loin Benoît, quand tu poses une des définitions du tiers-lieu, il dit, ah ben lol, on dirait une définition d'un centre social. Donc voilà, il y a ceux qui disent ça, et il y a ceux qui, au contraire, dans ton apport, interrogent plusieurs dimensions. La première, c'est de dire, mais est-ce qu'on va interroger cette dimension du travail qu'on accole énormément au tiers-lieu, alors que ce n'est pas notre base de métier? Une autre question qui est de Christine et qui dit, mais les tiers-lieux doivent-ils porter les valeurs de l'ESS obligatoirement et afficher une labellisation? Il y a deux questions dans une en fait. Donc voilà, la dimension du travail, est-ce qu'elle doit être forcément là? Est-ce que des tiers-lieux doivent porter les valeurs de l'ESS obligatoirement, afficher une labellisation? Et on a Maxime qui te demande si tu as une idée, toi ou Frédéric, en proportion, quelles sont les modalités de gouvernance pour les différents tiers-lieux? Est-ce que c'est plutôt des associations, des scopes, un autre statut? Voilà. Et puis, juste un tout dernier mot, ce qui était assez rigolo dans le tout premier sondage de Frédéric, quelqu'un a dit non, je ne suis pas un tiers-lieu. À la réponse pourquoi? La réponse était parce que je suis un centre social. Ouais, du coup, alors une chose assez simple sur les statuts, quel statut des tiers-lieux. On a l'habitude, et puis avec Frédéric, on en parle aussi, et de dire le statut, c'est pas la vertu, quoi. Enfin, du coup, le statut fait pas ce qu'il y a derrière. Donc, il y a en effet des scopes, des entreprises qui font tiers-lieu. Il y a des associations qui font tiers-lieu, mais il y a peut-être des associations qui font moins tiers-lieu que certaines entreprises. Donc après, pour avoir une idée exacte, je pense qu'il y a quand même plus d'associations. Il y a après plus de coopératives que d'entreprises. Parce qu'il y a aussi des enjeux de productivité et d'utilité sociale qui se posent. Et ça va descendant, donc il y a l'accessibilité, enfin tout n'est pas réuni. Sur la partie travail, j'avais préparé ça. Du coup, souvent on dit il faut être un espace de coworking, un espace de co-travail. Et il y a des collectivités, oui, bien entendu, il y a des collectivités qui, je vois ça dans le chat. Il y a en effet des collectivités qui portent des tiers-lieux, quincaillerie numérique, etc. dans la Creuse. Enfin, du coup, il y a les médiathèques, enfin, bien sûr. Ouais, peut-être on peut se dire, Yvan, là, sur cette question du portage juridique, effectivement, il y a tous les modèles. Et j'aurais envie de dire que c'est un peu comme dans le mouvement de l'économie sociale et solidaire. Il y a un peu tous les modèles. Et effectivement, il y a des tiers-lieux. Alors, vous avez compris qu'il y a une forme de labellisation aujourd'hui parce que les politiques publiques ont cerné des thèmes et ont cerné des formes. Il y a des tiers-lieux reconnus par la politique publique qui ont des formes variées, qui ne sont souvent pas des entreprises, mais qui peuvent être des SIC, effectivement, on en connaît, qui peuvent être des scopes, et ça dépend beaucoup de leur modèle économique. Et Yvan l'a dit, s'il y a un modèle sur la production, on va peut-être plus être sur une coopérative. Et on a des tiers-lieux qui sont purement associatifs. Et par contre, on peut avoir des tiers-lieux qui se revendiquent tiers-lieux sans être labellisés. Et voilà, et qui peuvent être un simple collectif d'habitants qui utilisent un patrimoine dans un village et qui le font vivre. D'où le fait que dans le rapport Coworking 2018, on est 1800 tiers-lieux. Vous voyez, ce n'est pas tous avec des portages juridiques, à mon avis, complètement autonomes. Sur la question travail, il y a, du coup, en échangeant avec le département et la région et de Pays de la Loire et de Maine-et-Loire, il y a vraiment cette question de les espaces de coworking, s'ils sont qu'espaces de coworking, qu'espaces de co-travail, ce ne sont pas des tiers-lieux. C'est-à-dire, en fait, pour moi, un espace de coworking où tu dois payer avant de rentrer pour avoir ton espace, c'est pas accessible. Parce que dans un tiers-lieu, il y a aussi l'idée que ce soit gratuit ou quasiment gratuit ou au moins accessible à tous.
Donc ça, on l'a pas forcément dans les espaces de coworking. Et si on n'est qu'un espace de co-travail, de télétravail, c'est rare qu'on soit espace de coworking. Je vous mets dans le chat un lien, justement, j'espère que c'est le bon lien que je vous ai mis, sur les espaces de coworking, ni tiers-lieu, ni incubateur, ni Fab Lab, où ça dit justement que les espaces de coworking ne sont pas des tiers-lieux dans la philosophie des tiers-lieux. Et donc, il ne faut pas, dans les différents échanges que l'on a là avec les institutions, il ne faut pas forcément avoir un espace de coworking pour être un tiers-lieu. Par contre, le côté Wi-Fi, etc., où on peut faire un petit peu ce qu'on veut, où on peut se poser dans un coin, etc., pour faire ce qu'on veut, là, au contraire. Mais du coup, c'est deux choses différentes. On avait juste une rapide question qui était posée avant que je te repasse la parole, Frédéric, de Nicolas qui demande si on a des chiffres sur les centres sociaux qui ne proposent pas d'accompagnement au numérique. Je suis allé très vite voir sur Cenax, mais alors j'ai une donnée qui est très globale, donc ça mériterait vraiment de la creuser beaucoup plus. Et elle est sous l'angle accès au droit. Or, vraiment, nous, ce sur quoi on milite et on porte notre attention, c'est de dire que la question numérique n'est pas que la question de l'accès au droit. Il n'empêche, dans les chiffres du dernier Cenax, on a 69% des centres sociaux qui mènent des actions pour pallier aux ruptures numériques. Donc voilà, une grande majorité des centres sociaux qui agissent sur cette question du numérique. Et donc, à l'inverse, ça doit faire un petit 31% qui ne proposaient pas d'accompagnement au numérique. Voilà. Ce qu'on peut se dire aussi sur la notion de travail, parce que je vois passer le chat, on n'est pas des pépinières d'entreprises, on n'est pas des incubateurs. Ça peut se jouer d'une autre manière sur les relations au monde économique dans les territoires, qui peuvent être des événements partagés, qui peuvent être… on a des centres, par exemple, qui le midi acceptent d'avoir les stagiaires, des commerçants, parce qu'ils n'ont pas de lieu de repas collectif. Voilà, donc ce n'est pas obligatoirement… Attention, effectivement, à ne pas glisser sur une vision d'un tiers-lieu qui est l'auto-entrepreneur et la Startup Nation, et qui est finalement, effectivement, de développer son activité économique individuelle. Ça, c'est sûr. Il y a effectivement des choses à se dire, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire. Il y a des choses à se dire sur les limites, sur le cadre de cela. J'entendais la question de centres sociaux, la lisibilité déjà des centres sociaux, et puis si on se rajoute tiers-lieu, et puis si on se rajoute, peut-être que la question, c'est pas de se dire… les centres sociaux n'existent plus, vivent les tiers-lieux. Un centre social, il y a des expériences où un centre social porte en son sein le tiers-lieu, il l'a séparé en termes d'image, et d'autres qui sont complètement tiers-lieux dans l'ADN, en fait, et qui le fusionnent. Donc, je suis d'accord que la lisibilité peut être une complexité, mais c'est vrai qu'on vit avec ça depuis un siècle. Yvan, et puis alors, je te laisse la parole, Yvan. Je vous lance le deuxième sondage dans le chat. Merci d'aller le remplir. En même temps, on peut continuer à discuter 2 minutes. Ouais, c'était juste par rapport à ce que tu dis. Oui, c'est vrai que l'économie ne se fait pas forcément, enfin, c'est pas le but principal des tiers-lieux, mais comme des Fab Labs, les lieux de bricolage, de fabrication numérique, ça peut être un effet collatéral. C'est-à-dire que le lieu étant ouvert, des gens peuvent venir travailler, mais c'est pas le but recherché à la base. Les gens peuvent profiter de l'ambiance, de ce qui se trouve bien dans cette ambiance, et venir travailler parce qu'ils se trouvent dans une bonne ambiance, mais qu'ils partagent la vision et l'ambiance du lieu et ce que l'on souhaite y faire. Mais en effet, nous, dans notre Fab Lab et puis ici au centre social, on a des espaces où les gens viennent travailler, mais ils ne vont pas nous dire chut, je travaille, ou ben non, je n'ai pas envie de partager avec les gens, moi je travaille. Du coup, ils doivent s'inclure, eux, dans l'ambiance de la communauté globale. Donc, on vous laisse un peu de temps pour aller remplir le sondage. Je m'excuse pour ma dyslexie clavier, puisque j'ai mis CLE plutôt que quel. Ça en mettra, Frédéric. Mais pendant que les gens finissent de remplir le sondage, juste, je partage trois petites réactions qui sont apparues. Je pense qu'ils n'appellent pas forcément un commentaire, qui sont plus des réactions. Et puis après, on pourra peut-être passer, Frédéric,
à ton regard autour des enjeux et un gros merci, Yvan. Une première réaction d'une personne qui dit aujourd'hui le numérique est vraiment fédérateur et il capte, alors on devine, il capte beaucoup de gens, beaucoup de personnes autour. Et cette même personne dit, par exemple, chez nous, nous sommes inscrits dans le pass numérique et ça nous amène de nouvelles personnes. Et donc, on devine de nouvelles opportunités. Et on a Valérie qui pose une fausse question, en fait. Elle apporte la réponse en même temps, en disant la notion de travail, est-ce qu'elle inclut obligatoirement la notion de salaire, la notion d'emploi? Parce que travailler sur la citoyenneté, soutenir des initiatives des habitants pour le mieux-être collectif, n'est-ce pas un peu du travail, ça aussi? Voilà, les quelques petites remarques. Exactement. Alors, je vais enchaîner sur ce qu'on identifie dans cette analyse, tant en termes d'enjeux pour le réseau que de risques d'ailleurs, mais je voulais quand même vous donner le résultat de la question un peu fil rouge. Au vu de cette historique, pensez-vous être un tiers-lieu? Nous sommes passés à 71%, alors que nous avions commencé à 50%. On est d'accord, Frédéric, on n'a pas d'objectif de productivité. Pas du tout, non, c'était pour voir un peu si effectivement c'était la notion du concept qui faisait qu'on ne se reconnaît pas ou qu'on se reconnaît d'ailleurs. Voilà, est-ce que c'était parce qu'en fait c'est aussi flou, on l'a vu là, voilà, centres sociaux, tiers-lieux, voilà. Et je voulais juste rajouter sur le troisième lieu. En fait, effectivement, les médiathèques, parce que j'avais vu le petit commentaire sur les médiathèques, ça fait longtemps qu'elles sont troisième lieu, mais c'est le fait d'apposer une forme de label, de cahier des charges dans la création des nouvelles médiathèques. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dans un des territoires qu'on a accompagné, la médiathèque s'est mise à côté d'un centre social et que même le responsable du ministère de la Culture a dit lors de la construction, attention, vous êtes en train de créer un deuxième centre social. Et voilà, donc vous voyez bien qu'il y a une porosité finalement dans tous ces concepts qui fait que effectivement, ça engendre des zones de flou. Alors, on engage, si ça vous va bien, l'autre partie de notre webinaire, qui était un peu de vous donner notre analyse. Elle est loin d'être exhaustive, elle va se construire de toute manière au fur et à mesure. Je ne vous ai pas mis de PowerPoint et on fera un petit compte-rendu de mes propos après, quand on vous enverra les documents d'Yvan voilà, et les liens tels qu'on va les passer. Vous avez pu le voir déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, tiers-lieu, finalement, c'est nouveau, c'est attractif, c'est vu comme des acteurs de changement de société et que finalement, cette image, peut-être, elle est moins présente autour de nos structures parce que voilà, il y a de l'innovation, il y a de la novlangue, comme dit Yvan, c'est-à-dire du nouveau langage. Et finalement, ce nouveau langage, peut-être, qui fait un peu rêver, on va en reparler juste après. Et puis, on voit bien que sur les territoires, ce concept, il peut avoir une forme de concurrence avec les centres sociaux, parce que vous avez vu effectivement la porosité finalement de ce concept. Cette concurrence, elle va aussi s'exprimer alors dans les territoires sur les activités évidemment, mais aussi sur finalement la recherche de financement, puisque vous vous doutez bien que quand un collectif d'habitants commence son activité dans un village et que ça se développe, eh bien, il y a une recherche de structuration de financement. Et là, vous voyez qu'il y a des financements spécifiques au réseau des tiers-lieux. Et pour nous, c'est un des enjeux pour nous du réseau des centres sociaux, c'est d'être présent dans ces appels finalement et finalement de se reconnaître dans les missions, pas obligatoirement dans le terme, mais d'être présent finalement sur ces appels de fonds structurants. Ça, c'est un premier point. Alors, on verra après vos réactions, hein. Je suis sûr qu'il y en a de toute manière. Et là, il y a peut-être aussi une stratégie à avoir avec les centres sociaux pour qu'ils soient peut-être des pôles d'animation territoriaux, parce que vous allez voir que plusieurs tiers-lieux sont des activités de village. Vous voyez, moi, je vois dans mon département, j'ai un village de 350 habitants. Et bien, finalement, il y a un collectif d'habitants qui se prône tiers-lieu. Voilà, donc ça, on imagine bien qu'on n'aura pas des financements publics sur ces activités-là tout le temps. Donc, comment on se positionne aussi stratégiquement au niveau du réseau? Donc ça, c'est un deuxième enjeu, hein, la structuration des politiques publiques orientées sur ce terme, tiers-lieu, qui a une vision selon là où vous allez avoir cette politique publique. Je vous donne un exemple. On a les fabriques de territoires numériques avec l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, mais vous avez les microfolies sur le numérique et la culture dans le ministère de la Culture. Vous avez d'autres choses. On a parlé des troisièmes lieux
par rapport aux médiathèques. Donc, vous voyez que là, on a ce concept qui arrive dans les politiques publiques et qui utilise très souvent, d'ailleurs, notre vocabulaire. Et ça, on va y revenir. Vous avez remarqué donc la novlangue, un jargon qui plaît, souvent anglais. Yvan en a cité, Fab Lab, Hackerspace, Makerspace, enfin voilà, que des mots qui font rêver. Et en fait, on a toute une génération de techniciens, de jeunes finalement qui arrivent et à qui ça parle et à qui ça donne envie, ce vocabulaire. Et donc, ça a aussi un effet, waouh, ça a l'air génial, même si Yvan a pu le dire, quand on est sur un makerspace, des ateliers de fabrication, finalement, on fait des ateliers de fabrication dans les centres sociaux et depuis très longtemps. Souvenez-vous qu'on faisait de la mécanique avant que ce soit tout électronique. Donc, effectivement, on fait ça depuis longtemps, mais en même temps, voilà, ça a été rajeuni par des termes, par des mouvements, par des façons de faire un peu libres. Voilà, on voit bien qu'on est aussi sur un accompagnement de société là-dessus. Et cette jeune génération, elle arrive aussi sur des techniciens, des politiques publiques. Alors, vous avez bien vu qu'on a vécu toute une ère de la Startup Nation, donc voilà, des choses où il faut être créatif, hyper dynamique, machin. Eh bien, on a aussi ça dans les cabinets avec des personnes qui sont mandatées pour accompagner cette philosophie. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut l'adopter, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un discours et il y a des choses où on se reconnaît dans ce discours et dans cette terminologie. Clairement, il y a des termes, pour ceux qui sont un peu de ma génération, il y a des termes qui sont Canada Dry, vous vous souvenez, voilà, Canada Dry, ce n'est pas de la bière, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, mais c'est presque. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention. Dans ce mouvement tiers-lieu, mais aussi dans le mouvement numérique, et depuis plusieurs années, il y a une appropriation des termes sociaux et de la sémantique de notre secteur par ces mouvements. Ça ne veut pas dire que la sémantique nous appartienne, mais en tout cas, elle vient prôner la même chose dans les mouvements. Et pour ça, je voulais vous montrer une petite vidéo. Donc, je vais partager l'écran. Une petite vidéo qui ne dure pas très longtemps, qui est déjà datée, qui doit être 5, 6, voire 8 ans. Mais vous allez voir un peu ce qui se joue derrière finalement les termes. Donc, je partage mon écran. Hop. J'espère que ça va marcher pour tout le monde. Sinon, tu feras le doublage son avec ta voix en même temps. Non. Alors, tu m'avais dit de ne pas mettre trop fort. Voilà. Et est-ce que c'est bon? Éducation, santé, logement, dans les différents secteurs d'activité de notre société, nos besoins quotidiens ne sont pas toujours satisfaits par les solutions existantes. Appuyée sur l'expérience de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale est un moyen d'imaginer de nouvelles façons de travailler et d'agir. Partout, des citoyens inventent des solutions originales pour résoudre ensemble les problèmes du quotidien. Parallèlement, l'arrivée du numérique et d'Internet ouvre un vaste champ d'expérimentation et permettent le déploiement de nouveaux projets sociaux. On assiste aujourd'hui à une véritable convergence des dynamiques de l'innovation sociale et du numérique. De nouvelles pratiques et un nouveau vocabulaire font leur apparition. Le financement participatif, les espaces de travail partagés, les laboratoires de fabrication partagés, la consommation collaborative, le partage d'informations et de savoirs, ou encore l'ouverture des données à tous. La convergence des dynamiques de l'innovation sociale et du numérique favorise ainsi l'émergence d'un modèle de société participatif, ouvert et solidaire. Chacun peut non seulement bénéficier de ces nouveaux services, mais aussi devenir acteur de la transformation sociale. Alors à nous de jouer. Voilà, je trouvais intéressant de vous partager cette petite vidéo puisque vous voyez qu'on retrouve projet social, transformation sociale, tous les termes, partage de connaissances et de savoir, fabrication, et qu'effectivement, c'est aussi ce qu'on utilise. Alors, la source, vous l'aurez, c'est l'association Anis. On vous le donnera le lien dans les documents qu'on vous fournira. Donc, voilà, je trouvais important de vous montrer qu'effectivement, cette sémantique, elle est aussi utilisée et que l'orientation même des objectifs sont les mêmes que les nôtres.
Il y a un autre enjeu pour ça, c'est que la logique de tiers-lieu, et on l'a vu dans les commentaires, et notamment dans le premier sondage, elle peut amener le réseau aussi à se réinterroger. Alors, à se réinterroger sur quoi? Se réinterroger sur le décloisonnement des publics et des secteurs. On l'a vu, nous, dans une recherche scientifique qu'on a fait en Pays de la Loire qui s'appelle ICAR et qui est sur les centres sociaux, l'accompagnement, vieillissement des populations. Par exemple, les équipements sont bien vus comme plurigénérationnels, mais ne sont pas obligatoirement intergénérationnels, parce que les gens ne se croisent pas, vont dans leur salle. Voilà. Donc, ça veut dire que cette mixité, ce croisement, peut-être ça aussi, ça interroge aussi nos structures et donc ce côté ouvert. J'entendais, enfin, dans les commentaires, nous avions aussi finalement, on a des horaires, c'est pas si libre que ça d'entrer dans un centre social, d'en sortir. Donc, ça peut aussi interroger nos fonctionnements. Pourquoi ça peut interroger nos fonctionnements aussi? C'est parce que c'est aussi une nouvelle forme d'adaptation aux envies de consommation, de loisirs et d'activités qu'ont les citoyens aujourd'hui dans le pays. C'est-à-dire, alors, c'est peut-être un côté un peu plus libertaire, j'en sais rien, ça fait partie du débat, mais en tout cas, plus de liberté, moins de cadres, de pouvoir venir et partir dans des horaires qui me conviennent et pas dans ceux qu'on m'a fixés. Et d'ailleurs, je vous dirais que pour la jeunesse, c'est aussi le même phénomène hein, qui se produit aujourd'hui. On constate effectivement beaucoup d'envie de venir un peu quand je veux, en groupe, et pas toujours dans des horaires cadrés. Après, il y a législation, mais ça aussi, ça fait partie d'un débat. Ça renvoie aussi à des notions. L'enjeu de ça, c'est que ça renvoie à des notions que nous travaillons nous-mêmes dans notre secteur. Par exemple, les circuits courts. Vous êtes nombreux à accompagner des AMAP, même à l'avoir créé dans vos territoires, à accompagner voilà, du circuit court, des liens entre agriculteurs, consommation. Voilà, ça vient interroger cette notion-là. Ça vient aussi interroger la notion d'économie circulaire. Vous le faites avec des Repair Café, voilà, quand on est sur des labos de reconditionnement des ordinateurs, on est exactement dans ça. Et ça vient interroger un autre concept qui est, alors en anglais aussi, do it yourself, mais fais-le toi-même, en français, qui est tous les ateliers finalement que nous avons historiquement, mais qui ont été redorés aussi par l'image des tutos sur YouTube, des choses que l'on peut faire seul à la maison parce qu'on a le savoir et la connaissance. La dernière chose que ça peut interroger, et on en a un peu parlé là quand j'entendais, est-ce que c'est des cycles, des scopes, c'est la gouvernance finalement. Finalement, est-ce que cette gouvernance dans les tiers-lieux, elle est si différente? Est-ce qu'ils ont une gouvernance qui est plus agile que la nôtre? Ça mériterait peut-être de regarder et d'interroger notre réseau sur cet aspect-là. La troisième chose, c'est que la culture numérique, elle nous positionne de toute manière comme tiers-lieu par la similitude des approches. Alors, j'ai utilisé un terme comme le peer-to-peer, il peut être mal vu par Adopi, c'est sûr, mais c'est une relation d'individu à individu, un échange de contenu. Nous, on a des échanges de services, de biens, de savoir, voyez, et ça se joue d'individu à un individu, même si c'est dans du collectif dans nos centres. On a une gouvernance partagée, et c'est ce qu'on a vu sur les tiers-lieux, mais aussi sur les approches de Fab Lab et d'autres choses beaucoup plus numériques. On a une approche des communs. Alors, on ne l'a pas toujours telle qu'elle est nommée dans les chartes, mais pour autant, on a une approche du bien commun et une approche du commun. Là où on pourra aussi imaginer une réflexion, c'est est-ce que tout ce que produisent les centres sociaux, finalement, est en licence libre et utilisable par la population? Voilà. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire sur nous, sur ce qu'on remarque, c'est que c'est aussi peut-être à nous réinterroger sur notre façon de communiquer. Donc, vous l'avez déjà dit, c'est déjà compliqué d'expliquer ce qu'est un centre social, alors un tiers-lieu, sauf qu'aujourd'hui, les tiers-lieux, avec la novlangue, ils ont un côté finalement communication et originalité qu'ils se donnent. Est-ce que nous, ça ne nous interroge pas aussi sur notre façon de promouvoir nos actions, peut-être nos lieux? Est-ce qu'il ne faut pas aller sur des idées de concept, d'identification forte? Je vais vous donner un mot qui peut vous faire hérisser les poils. Est-ce qu'il faut qu'on imagine une marque? Et ce n'est pas obligatoirement centres sociaux, hein. Ça peut être juste un concept, voilà, une originalité. Est-ce que finalement, il faut rentrer dans l'ère de la personnalisation telle qu'elle est dans la société de consommation aujourd'hui et avoir des actions qui sont très identifiées pour pouvoir les promouvoir au titre de l'originalité? Voilà ce qu'on voulait vous dire. Nous, vous voyez, je n'apporte pas de réponse, j'apporte des interrogations. On n'a pas de dogme national sur il faut faire ci, il faut faire ça. C'est à construire collectivement et à construire selon, évidemment, les contextes tels qu'on les vit dans nos territoires. Merci Frédéric. Alors, on a des réactions
et dans le chat et dans le question-réponse. Donc, vous me forcez à faire gauche-droite, mais on y arrive, on y arrive. Il y a plusieurs réactions, en fait, et notamment, on a des personnes qui disent, bon, OK, on peut se reconnaître comme tiers-lieu à partir de ce que vous nous posez, mais en fait, à quoi ça nous sert? En quoi ça peut vraiment nous aider de se reconnaître comme tiers-lieu? Et puis, quelqu'un d'autre qui dit, d'accord, mais à partir du moment où enfin, pas à partir du moment où on se reconnaît comme tiers-lieu, pardon, je transforme ce que la personne dit. Ce que Régine dit, ce qui me préoccupe, c'est la récupération de tous les lieux associatifs, créatifs, autogérés pour la plupart, par les institutions avec des labels qui finalement vont se mettre, eux, à formater ce que sont ces lieux-là, en imposant toujours plus de restrictions, d'obligations. Et donc ça pose question. Et voilà, et en disant être à l'affût des subventions, ça implique forcément une forme de servilité. Et dans cette même dimension des financements, on avait le Centre social de Besançon qui posait la question tout à l'heure, en quoi ça peut nous aider et quels sont les avantages. Et elle auto-répond un peu plus tard en disant finalement, les avantages de se considérer comme tiers-lieu, ce serait quoi? Accéder à des financements spécifiques, être dans le move, séduire nos élus en recherche d'innovation permanente, relooker notre concept, mais aussi derrière, la personne dit, bon, et peut-être intégrer un réseau, bénéficier de partage d'expériences avec d'autres que ceux des centres sociaux. Et enfin, merci Aurélie qui partage quelques expériences et tuyaux de micro-folie. Voilà déjà un premier type de réaction, Frédéric. Ok. Alors, je pense qu'effectivement, la petite réflexion sur, oui, au centre social là, je reprends le nom de Besançon, il y a tout ça, effectivement. Il y a aussi peut-être le fait de considérer ce concept, moi je trouve aussi intéressant que ça nous ouvre sur des nouvelles formes d'engagement et de participation à l'heure où quand même très souvent on se dit que notre gouvernance est compliquée, qu'on ne trouve pas obligatoirement de personnes qui portent. On peut se dire que alors, il faut séparer les différentes formes de tiers-lieux. Mais dans les tiers-lieux qui sont sur des collectifs d'habitants, il y a une forte imprégnation et un fort portage finalement par les groupes et par les communautés qui forment ces groupes. Derrière communauté, j'entends les personnes qui sont pour l'activité, hein, pas le mot communautaire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi pour nous parce que finalement, ce mouvement, au-delà de la labellisation de la politique publique qui a repéré qu'il se passait quelque chose là, ça nous interroge aussi sur notre propre dynamisme. Moi, je pense que c'est déjà ça qu'on peut se dire. Et après, effectivement, il y a tout ce qu'a cité le Centre social de Besançon, c'est ce qu'on était en train de se dire, c'est qu'effectivement, ça peut être aussi d'aller sur des fonds qui sont en train peut-être de transiter. Et juste un risque que je vous nomme, mais on pourrait avoir des agréments qui basculent d'un centre social à un tiers-lieu parce qu'on le trouve plus original, plus dynamique, plus. Alors que 5 ans après, on n'est pas sûr qu'il soit toujours dans une viabilité économique. Donc voilà, il y a effectivement à engager quel est le risque dans mon territoire, quelle est ma place, est-ce que aujourd'hui je suis un animateur de territoire qui accompagne des dynamiques d'habitants qui se reconnaissent tiers-lieu, et ce n'est pas moi qui suis le seul tiers-lieu de mon territoire, Yvan a pu le dire, mais j'ai une compétence, j'ai un pôle ressources numériques, tout le monde n'aura pas un dispositif Ordi 3.0 pour refaire des ordinateurs et les recréer, pour réparer, Donc voilà, il y a vraiment une stratégie à imaginer en regardant ces concepts. Yvan, tu peux me donner un coup de main, merci. Juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que là, sur les autres avantages, nous, un des gros avantages que l'on a vu aussi, il y a un risque parfois pour les centres sociaux, nous ça fait 40 ans l'année prochaine qu'on existe, hein, d'être l'institution, de devenir une institution et d'être institutionnalisé et que les gens se disent il y a l'institution, elle est là et puis on ne peut rien bouger, c'est une institution, quoi. Le fait de se redéfinir en tant que tiers-lieu, ça permet d'amener un côté instituant, c'est-à-dire que les gens ils vont pouvoir venir se dire en fait on peut venir amener notre patte à ça parce que c'est un tiers-lieu et du coup on peut amener des choses et puis ils vont être à l'écoute de ce que l'on met en place. Le changement de terminologie, le changement alors juste nous, notre accueil aussi, il a changé le design, mais du coup parfois juste ça peut amener les gens à remettre le pied dans la gouvernance des structures.
Et je pense que le fait de se dire tiers-lieu, ça amène le côté instituant aussi derrière, hein. C'est-à-dire que les gens se disent, ah ben, du coup, c'est un tiers-lieu, donc j'ai ma place pour faire avancer les choses. On a vu que vous aviez changé le look, Yvan, avec un look industriel derrière toi. Exactement. Il y a plusieurs autres questions qui arrivent. Alors, une première d'Estelle qui dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas qu'un effet de mode, les tiers-lieux? Et donc, avec le risque, en fonçant dedans, voire en perdant l'identité, centre social, est-ce que demain, on ne risque pas de se retrouver sans identité? Mais là, c'est moi qui prolonge la question, pardon Estelle. Je peux peut-être répondre directement. Le but du jeu, ce n'est pas de perdre centre social. Le but du jeu, c'est d'être reconnu centre social. Le centre social est un tiers-lieu d'animation de la vie sociale, par exemple, ou un tiers-lieu de territoire, de proximité. Le but du jeu, ce n'est pas de gommer ce que nous sommes. Le but du jeu, c'est qu'on nous reconnaisse finalement dans cette vision d'un tiers-lieu et que nous le sommes depuis un siècle. Enfin, pour moi, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Pour avancer là-dessus, Maxime se place dans un scénario catastrophe qui n'a rien à voir avec le Covid, mais il dit schéma catastrophe et quid de l'avancée du réseau ensemble. Si petit à petit, enfin si on n'y va pas dans le réseau et on ne travaille pas cette question-là dans notre réseau, le risque pourrait être petit à petit que des centres sociaux et socioculturels quittent notre réseau pour aller voir si l'herbe est plus green ailleurs. Voilà, est-ce qu'il y a un risque autour de ça? Alors, il y a un risque autour de… Ça peut, oui, ça peut. Pourquoi pas? Aujourd'hui, effectivement, il y a une fédération, il y a France Tiers-Lieux qui s'est créée, qui rassemble les tiers-lieux. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui peut ou qui va arriver. Moi, juste le constat. Alors, juste par rapport à la CAF, c'est que la CAF, elle pousse pas mal avec les espaces de vie sociale sur ce genre de tiers-lieux et qu'on ne sait pas ce que ça sera en termes de développement. Voilà. Vas-y, Yvan. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être plutôt l'autre côté. Ce n'est pas des centres sociaux qui vont devenir tiers-lieux, mais c'est plutôt, comme disait Frédéric tout à l'heure, il y a beaucoup de tiers-lieux là qui demandent l'agrément EVS et qui va demander l'agrément centres sociaux. Et peut-être qu'ils vont se dire, on a plus de liens entre centres sociaux, tiers-lieux qui sont devenus centres sociaux qu'avec la Fédé des centres sociaux, pourquoi pas. Et on pourrait imaginer dans le schéma catastrophe que la CAF se dise, du coup, les tiers-lieux centres sociaux, ils ressemblent plus à ce qu'on veut de l'innovation sociale, etc., que les centres sociaux qui étaient anciennement présents, etc. Et petit à petit, du coup, ça glisse vers ça. Je pense que le risque, il est plus là que l'avènement de nouveaux tiers-lieux qui sont portés par les habitants et qui demandent les agréments, petit à petit, soit plutôt bien regardé de la part de la CAF par rapport à des centres sociaux qui deviennent peut-être un petit peu moins actifs sur cette question de la participation des habitants. On a deux remarques. Alors, on a Caroline déjà qui règle la question en disant « mais rien n'empêche les pluri-affiliations ». Donc voilà, on peut être sur plusieurs réseaux d'acteurs. Merci Caroline, tu as résolu le problème. Et une question qui nous est posée, là vous évoquez les CAF, la CNAF. Est-ce qu'on a des informations, des bruits de couloir, des choses sur justement le positionnement de la CNAF au regard des tiers-lieux sur ces questions d'agrément, sur ces questions de présence dans les territoires, et éventuellement une forme de mise en concurrence dans les territoires entre différentes structures qui seraient labellisées tiers-lieux et qui pourraient avoir un agrément? Peut-être, alors on peut peut-être répondre que nationalement, je n'ai pas vu de dogme passer de la Caisse nationale. Donc ça, c'est… Par contre, on sait que ça discute et on sait que dans les départements, il y a des tentatives d'agrément EVS sur des tiers-lieux. Donc ça, c'est une pratique déjà. Par contre, est-ce qu'elles se mettent en concurrence d'un centre social? Aujourd'hui, moi, si je regarde le mien, le département, non. Mais ça pourrait peut-être arriver demain, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas une ligne nationale qui dit il faut forcer sur telle ou telle chose. Ce n'est pas affiché. Je ne sais pas ce que sera la prochaine COG. Alors, ça y est, là, ça y va à tire-larigot sur les remarques. Karine qui dit juste, mais pourquoi est-ce qu'on a peur de perdre peut-être plus que de gagner à travers cette nouvelle approche-là?
On a Claire qui nous dit que dans le Tarn, la CAF se retire de la gestion directe de tous les centres sociaux et soutient la création de VS. Là, on a Patrick, mais je vais avoir besoin de prendre le temps de lire son petit message avant de le partager avec vous. Juste, tout à l'heure, on évoquait la question des biens communs, des communs, la question des logiciels libres, et on a une personne qui nous disait, et c'est la personne de Chanteperdry, qui disait c'est des notions qui sont quand même compliquées, complexes à faire comprendre dans une structure telle qu'un centre social, voire tout court dans la société. Donc, je ne sais pas si on n'est pas sur une noble langue, mais il y a quelque chose aussi de concepts qui peuvent être un peu complexes à faire partager. Complètement d'accord. Bah oui, oui. Alors, voilà, je pense qu'effectivement, on a aussi à gagner à considérer ça pour que nous, on avance aussi. Effectivement, là, Patrick parle de l'accélération de la crise, évidemment, que ça a accéléré des tendances, mais qui sont là depuis quand même un petit moment. C'est-à-dire qu'on ne vit pas comme ça une poussée sur un an. C'est-à-dire qu'il y avait des premières tendances et qu'elles ont été accélérées par effectivement l'effet de la crise et du télétravail. Ça nous interroge aussi effectivement sur nos relations au monde du travail et au monde économique de nos territoires, mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on travaille dans le réseau depuis quelques années. Je voyais aussi sur les autres fédérations, d'autres fédérations type Léo Lagrange nous interroge. Il faut savoir qu'il y a d'autres fédérations qui travaillent le concept. Prenez Famille Rurale qui a travaillé le concept au niveau européen, qui en a fait un guide de création des tiers-lieux en territoire rural. Donc, il y a cette appropriation, elle est déjà aussi dans d'autres mouvements, effectivement. Et elle interroge aussi les fonctionnements d'autres mouvements. Et sur les logiciels libres et les communs, c'est plus une philosophie que l'on va partager peut-être entre professionnels, entre acteurs. Pareil comme la notion de tiers-lieu, hein, on va se la questionner comme on l'a fait là, entre professionnels, entre administrateurs, etc. Après, pour les habitants, concrètement, il faut un service qui leur aille. Et puis, les termes, les notions, etc. Nous, on ne dit jamais qu'on est un Fab Lab, on ne dit jamais qu'on est un tiers-lieu aux habitants. On s'en fiche un peu. Après, on fait. Oui, c'est ça. Il y a la question de la communication là, qui est importante, effectivement, entre mon territoire et mes politiques publiques. Bien sûr. OK. Moi, je proposerais bien si… alors, je n'ai pas vu si… Si, elle est arrivée. Ah, super. De prendre 5 minutes d'avance sur le timing pour vous montrer deux situations territoriales, 2 centres sociaux, peut-être plusieurs d'ailleurs pour la station du Nord, qui sont déjà Fab Lab ou qui sont déjà tiers-lieux, qui sont pour certains déjà labellisés Fabrique de territoire, ce qui était déjà le cas d'ailleurs de Yvan sur Chemillé. Juste répondre à la question sur les tiers-lieux font appel à combien de bénévoles et de salariés. Je pense qu'il y a un observatoire sur France Tiers-lieux, mais qu'on n'est pas obligatoirement à aller voir. Mais ça va être dans les travaux de toute manière justement du regard de la politique publique là, sur les fabriques de territoire, je pense, avec un retour sûrement un peu des moyennes. Mais on a aussi des choses très divergentes dans les tiers-lieux, entre un tiers-lieu qui peut être parisien, autour d'un vrai modèle économique d'entreprise, où effectivement, vous pouvez fabriquer votre tabouret, mais vous payez 150 € pour le fabriquer tout seul, ou des modèles qui sont vraiment complètement autogérés, autour de la frugalité, sans argent public, et donc là, évidemment, pas de salariés. Voilà, donc il y a vraiment aussi une hétérogénéité dans ce réseau-là. Est-ce qu'on peut attaquer donc la présentation, la première présentation donc. Je fais le tri. Et voilà Sarah qui apparaît. Sarah, bonjour Sarah. Alors Sarah, je vais te laisser te présenter c'est Mobilab. Hein, ouais. Voilà, et puis nous expliquer un peu voilà, le concept, pourquoi vous vous reconnaissez dans le concept de tiers-lieu, sur quoi il y a convergence, sur quoi il y a divergence. Enfin, voilà. Okay. Ça marche. À toi. Bonjour tout le monde déjà. Alors, le Mobilab, c'est un Lab Fab qui est rattaché à la Maison d'Espoir, donc conventionné, affilié à la Fédé des centres sociaux à Rennes. Et ça a ouvert en septembre 2020. Enfin, ça a tenté d'ouvrir. Voilà. Là, par contre, on peut dire que ça commence à bien fonctionner et c'est une bonne nouvelle.
Ah, J'ai problème. l'impression que le Movilab communique mal connecté avec nous aujourd'hui. Ouais, Elle revient. Elle va revenir. très bien. Alors. Et si elle ne revient pas tout de suite, est-ce qu'on passe à Lille et on revient sur Mais je Sarah sais dans qu'elle la avait une foulée? petite contrainte après, c'est pour ça qu'on avait... Ah. bon, elle va se reconnecter. On va attendre 2 petites secondes si vous le voulez bien. Pendant ce temps-là, vous aurez toutes et tous remarqué le côté corporel de Frédéric Moreau, qui donc co-anime ce chantier national numérique et donc qui a mis FCSF en bas, avec le département de la Vendée, pour rappeler qu'il est également délégué de la Fédé de Vendée. Et vous aurez vu la petite brochure sur la Roche-sur-Yon qui est à côté de sa tête. Frédéric, l'air de rien. Écoutez, c'est bientôt les vacances. Sarah est revenue. Ouais, Voilà. je suis désolée, la connexion est très très mauvaise au Mobilab. J'essaye de passer sur la 4G de mon téléphone qui n'est pas visible. Bon, on va continuer comme ça, tant pis. J'espère que ça ne va pas recouper. On espère aussi. Là, c'est bon, vous m'entendez? On t'entend, mais ça bug quand même. Mais n'hésite pas à couper ta caméra, peut-être. Ouais, Sarah. peut-être. On peut juste t'écouter. Ouais, je vais tenter ça. Allez. Ouais. Hop, peut-être que ça va être un peu mieux. Donc, oui, je disais... Oh là là, ça fige encore. Non, c'est bon. Nous, on t'entend en tout cas. On t'entend mieux. Je disais qu'on était un tiers-lieu dans l'idée où on n'a pas d'activité forcément prédéfinie, mais plutôt qu'on met à disposition du matériel et qu'ensuite les personnes s'en saisissent. Et c'est là que rentre l'idée plutôt de tiers-lieu, où chacun peut venir apporter sa pierre et avoir les usages qu'il souhaite, en créer, etc. Niveau outils, pareil, on a réfléchi à ça. Dire qu'on est considéré comme Fab Lab parce qu'il y a des outils de fabrication numérique, mais c'est hyper important pour nous d'avoir également des outils dits plus traditionnels. On a de l'électroportatif classique, scie, perceuse, visseuse, etc. On a une machine à coudre, de quoi faire de la sérigraphie. L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel ultra large d'outils dont les gens puissent se saisir. Voilà pour ça. On a quelques spécificités aussi. La sérigraphie, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit présent dans tous les LabFab. C'est quand même une technique d'impression voilà, de base. Mais comme on a quand même une petite touche création graphique, micro-édition, ça permet aussi de se démarquer d'autres lieux. Et on a aussi la partie mobile, d'où le nom Mobilab, qui est amené avec un vélo cargo permettant de faire des animations en extérieur, où on est dans l'idée que les gens ne peuvent pas toujours se déplacer. En plus, les locaux ne sont pas forcément très, très grands. Du coup, c'est possible d'aller en école, dans les associations, sur les espaces publics. Ça y est. Il y a aussi Le son est reparti. d'aller vers, comme on dit, quoi. On a encore le son qui repart, Sarah, tu vois. Voilà. C'est compliqué, Sarah. On a du mal à t'entendre. Ouais. Je ne sais pas quoi faire pour améliorer les choses. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est partager en même temps qu'on essaye de t'entendre le lien que tu voulais montrer. Ce lien, Frédéric. Oui, je suis en train de le rechercher. Oui, c'était juste le site du... Ouais. Je suis en train de le rechercher. Bon, on va. Ça vraiment, ça bug trop. Ouais, et on a l'impression que Sarah, tu es en mission avec Thomas Pesquet, en fait, là, très loin. Est-ce que tu peux mettre le lien de ton site dans le chat, s'il te plaît, Sarah? Ça y est. Voilà. Ouais, c'est fait.
Ok, super. On va l'afficher pour tout le monde. Je m'en occupe, Denis. Oui. Hop. Voilà. Sarah, tu te fais chambrer par certains participants. J'espère que vous n'avez pas d'espace de coworking avec ce Wi-Fi. Et pendant ce temps-là, je peux juste vous dire que qu'une personne nous dit, de notre côté, nous utilisons le Fab Lab du coin et on a un groupe créateur du numérique qui est ouvert à tous. Et on travaille sur des projets en commun, comme par exemple la création de bornes historiques numériques, qui a permis un boulot avec la ville, le Fab Lab et le centre social et une association historique. Voilà, donc juste une présentation là de Mobilab et puis on vous a mis le lien dans le chat, mais on le remettra dans les documents qu'on vous enverra avec une petite présentation des projets qui sont développés, des machines aussi qui sont utilisées. Bon, voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a déjà des centres qui sont sur ces logiques-là. Je suis désolé, Sarah, mais on va écourter la présentation. Ouais, je comprends bien. C'est moi qui suis désolée. C'est vraiment Voilà. catastrophique. On est obligé de tirer le Wi-Fi à partir d'un local qui est 20 mètres plus loin. D'accord. On va ouvrir une souscription pour effectivement vous donner accès à la fibre. Merci Sarah en tout cas. Bon, et puis désolé voilà, de ce problème technique. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer la parole à Jean-Philippe, Mathias et Chloé. Donc, alors par défaut, vous bénéficiez d'un petit peu plus de temps. Je suis sûr que c'est eux qui ont coupé la connexion de Sarah. Je connais bien Jean-Philippe. Toute la fibre va dans le nord, en fait, c'est ça. Bien, eh bien, écoutez, on vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez, partager le document que vous souhaitez et vous présenter en même temps. Merci à vous. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Jean-Philippe Van Zevarens, directeur de centre social de l'Arbrisseau, et on va faire un témoignage à 3 voix avec effectivement Mathias Borel et Chloé Moulinier, quoi. Donc, en fait, juste pour en quoi les centres sociaux connectés, je vais revenir très vite sur l'historique, mais on contribué à renforcer la dimension tiers-lieu en fait de nos centres 5 ans après. Parce que en fait, les centres sociaux connectés, ça a été lancé en 2016. On a vu la transition numérique fulgurante, on a vu la fracture que ça allait causer sur nos territoires au niveau de tous où nous étions politiques de la ville, avec nos collègues de Lille et de Tourcoing. Nous avons effectivement souhaité vraiment j'irais trouver des solutions pour ne pas subir cette transition numérique, mais pour essayer d'accompagner au mieux sur nos territoires et notamment, je vais dire aussi, remettre nos habitants un peu acteurs de cette transformation, c'est-à-dire ensemble trouver des solutions adaptées à partir d'ateliers collaboratifs. Et en fait, les centres sociaux connectés, c'est bien effectivement, on a toujours dit que ce projet, c'est la méthode, c'est le projet, ce sont des ateliers collaboratifs qui nous permettent effectivement de trouver des solutions adaptées et intelligentes pour être plus dans ce mode effectivement offensif, quoi. Donc là, tout de suite, c'est un projet vraiment très fort de coopération, de coopération, c'est-à-dire qu'en fait, c'est avec 8 centres sociaux plus directement la Fédé des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais que nous avons effectivement mis en place ce projet. Alors, ce qu'on voudrait simplement témoigner là, c'est effectivement peut-être 5 ans après, en quoi, je veux dire, ce projet apporte une dimension supplémentaire par rapport à cette dimension tiers-lieu. Alors, on a 10 slides à vous partager. Donc, le premier, pour nous, je ne sais pas qui… C'est moi voilà, qui… voilà. Merci Chloé. Donc, en fait, nous, ce qu'on a repéré, effectivement, ce qui est intéressant dans les centres sociaux connectés, c'est tout de suite le changement d'image grâce à une marque, centre sociaux connectés, un lieu perçu comme mouvant, créatif, innovant. On a vu tout de suite l'intérêt que ça nous a apporté, parce qu'en fait, derrière centres sociaux connectés, il y avait cette notion numérique, mais on
on n'a pas souhaité effectivement mettre le numérique dans le titre. C'est bien centres sociaux connectés, c'est-à-dire que être encore mieux connecté à tout notre territoire, c'était ça qui est la priorité, et que le numérique facilitait, favorisait cette connexion. Donc très vite, on a eu des nouvelles alliances, et des nouvelles alliances durables, intéressantes, avec le monde de l'éducation nationale, avec des associations diverses dans le domaine de la santé, des bailleurs sociaux. On a vu aussi autour des acteurs de l'emploi. En fait, on a vu effectivement venir à nous des acteurs qui, j'ai envie de dire, au niveau de l'éducation nationale, un peu nous ignoraient, quoi. Donc, je pense que là, par exemple, autour de la continuité éducative, grâce effectivement à ce projet, aujourd'hui, on est en lien avec nos collèges de territoire, nos écoles primaires, avec la ville de Lille qui est un petit peu aussi dans ce maillage. Donc ça, pour nous, c'était vraiment un plus, quoi. Le maillage renforcé aussi entre les centres sociaux du territoire. Donc très vite, au-delà de ce qu'on a mis en place ce projet ensemble, on a tout de suite eu beaucoup plus d'ateliers collaboratifs entre même les différents salariés de nos centres sociaux. Par exemple, les animateurs qui se réunissaient entre eux pour trouver des solutions numériques adaptées, justement pour être plus coopératifs, nos coordos aussi adultes, enfin tous les métiers, un peu les administrateurs, des habitants aussi. Donc, on a vu que ces centres sociaux permettaient effectivement un meilleur maillage au niveau des centres sociaux. Alors, un point, donc, une autre slide, donc, au niveau tout de suite, ce qui a été vraiment… alors, ça, là, je vous donne des transformations plutôt au niveau du centre social de l'Arbre-Ruisseau, mais je sais que dans les autres centres sociaux qui sont associés à cette démarche, il y a eu différents changements. Dans chaque centre social, ça a été un petit peu différent. C'était pas… bon, il y avait tout de suite cet intérêt des bonnes idées, de pouvoir les essaimer, de pouvoir effectivement en faire partager le plus grand nombre. Mais ceci dit, donc, par exemple, au niveau du centre social de l'Arbre-Ruisseau, là, c'est sur ça qu'on va revenir, c'est effectivement tout de suite, nous, une transformation de l'accueil du centre social, quoi. Avec effectivement 3 écrans, un lieu d'information continue et renouvelée qui a été permis justement par rapport à ces écrans, un accueil, on disait, humanisé par l'image, parce que grâce à ces écrans, on a pu effectivement renvoyer un peu des séquences de nos activités. Donc, ça a permis aussi de faire des teasings pour peut-être présenter un nouveau projet, un nouveau, j'ai envie de dire, un nouveau séjour. En fait, enfin, ça c'est vraiment ce lieu est habité, quoi. Un lieu d'orientation enrichi qualifié parce qu'on a pu effectivement, grâce aussi à un prototype, des solutions, on a pu trouver effectivement de quoi mieux parler de nos partenaires aux alentours, de pouvoir effectivement essayer de pouvoir mieux aiguiller vers les compétences, les multiples compétences qui nous entourent. Alors ensuite, bien sûr, tout de suite, l'accueil, c'est devenu aussi un lieu d'accompagnement de premier niveau sur les questions numériques. Et là, c'est en fait la borne e-administration qui a été une des premières solutions qui a été envisagée dans le cadre de centres sociaux connectés et qui était vraiment la plus prisée. Je vais passer la parole je pense à Mathias pour la suite, qui est le coordo du projet Centres sociaux connectés sur le versant sud de la métropole lilloise. Merci Jean-Philippe, bonjour à tous. Donc en effet, je poursuis. L'un des axes majeurs aussi du projet, c'était cette volonté d'aller vers. Ça a déjà été abordé justement donc, par Sarah Boulanger à travers le Mobilab juste avant. Je pense aussi… il y a des exemples comme ça qui illustrent très bien l'aller vers avec le tiers-lieu numérique itinérant Germaine en Vendée. Là, nous, c'était un petit peu cette même volonté, toujours de pouvoir rayonner, en fait, de ne pas être sur un lieu figé et fermé. Les tiers-lieux sont par essence ouverts. Et donc, à travers ça, c'était rendre accessible le numérique accessible à tous, pardon. Donc, pour ça, on a démultiplié un maximum d'animations, d'acculturation et de montée en compétences au-delà de nos murs, avec des ateliers avec et sans écran, de l'impression 3D, de la robotique, etc. Et aussi tous les moyens d'accès au droit. Donc, Jean-Philippe vient de parler
la borne e-administration, qui a été une des solutions qu'on a souhaité développer le plus rapidement possible. Cette solution a été déclinée aussi pour pouvoir aller directement au plus près des gens sur les marchés, par exemple, avec l'idée que le numérique, qui est souvent considéré comme appartenant à une élite ou qui est très très peu accessible, comment le rendre plus accessible et faire en sorte qu'en fait, finalement, on puisse consommer du numérique de la même façon qu'on va consommer des aliments sur un marché. Voilà, donc c'était dans cette idée-là. Donc, les actions d'acculturation à travers notamment les escales numériques, qui sont des événements estivaux qu'on met en place auprès non seulement des centres sociaux historiques du projet Centres sociaux connectés, mais aussi des centres sociaux du territoire de la métropole pour pouvoir toucher vraiment le plus grand nombre et faire de cette acculturation finalement un bien commun accessible à tous. Ensuite, on a aussi souhaité explorer de nouveaux sujets, la recherche de nouvelles expertises aussi et favoriser la rencontre de nouveaux habitants et de nouveaux acteurs sur du coup des thématiques qui doivent être travaillées vraiment avec le plus grand nombre. C'est-à-dire que si on se cantonnait aux adhérents du centre social, et aux partenaires déjà connus du centre social, on a estimé qu'on ne pouvait pas apporter des réponses pertinentes pour le plus grand nombre, puisque sinon on restait vraiment en vase clos et que justement l'idée c'était bien d'aller chercher les personnes les plus isolées sur le plan numérique. Donc même les personnes qui a priori ne se considèrent pas concernés par le numérique ou ne souhaitent pas être concernés, on souhaitait quand même pouvoir les toucher d'une façon ou d'une autre. Et de la même façon sur le tissu associatif ou institutionnel. Chloé, si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc ensuite, ça nous a permis, ce projet, de venir renforcer vraiment la participation, alors à la fois à travers la méthode Centres sociaux connectés, donc qui vient généraliser les méthodes collaboratives et la méthode agile dans la mise en place des projets du centre social. Donc, les ateliers collaboratifs, c'est vraiment le cœur du projet, c'est-à-dire qu'à travers ces ateliers-là, on remet en avant le pouvoir d'agir des habitants très chers aux centres sociaux et en remettant vraiment tous les acteurs sur un plan horizontal avec un idéal, c'est que finalement, ce soit à la longue les habitants qui viennent solliciter les autres acteurs plutôt que nous qui les sollicitions. Ça a été plutôt, je pense, ça a plutôt bien porté ses fruits, alors toujours avec plus ou moins de réussite selon les projets et selon les territoires, mais c'est vraiment une dynamique qui est entrée dans nos façons de faire au quotidien, en fait, maintenant. Chaque projet est mis en place de cette façon-là, et on voit bien que ça a transformé aussi donc, la culture de nos centres sociaux. Il y a aussi un travail qui a été fait sur la gouvernance des centres sociaux et qui notamment a été mis en exergue avec cette crise sanitaire parce que on a bien vu qu'il fallait continuer à pouvoir proposer des actions peut-être plus que jamais pour les habitants et continuer d'avoir une gouvernance donc qui fonctionne en parallèle. Et là-dessus, c'était assez paradoxal parce que le délai qu'on pensait incompressible sur la montée en compétences, sur l'acculturation d'un conseil d'administration, par exemple, avec ses bénévoles et avec la direction, on pensait vraiment que c'était un délai qu'on ne pouvait pas raccourcir. Et en fait, la crise est venue finalement, je dirais, nous permettre quelque part de pouvoir accélérer cette montée en compétences, puisque par la contrainte, en fait, véritablement, on a pu proposer de nouveaux outils numériques à notre conseil d'administration. Alors, ça n'a pas été chose facile, ça a été vraiment un travail
quotidien que Chloé d'ailleurs a mené, je pense, avec beaucoup de volonté. Et aujourd'hui, on voit bien que notre centre social, aujourd'hui, a un conseil d'administration qui est vraiment, je dirais, d'une part à la page, mais surtout, en fait, ça nous a permis d'avoir plus de participation au conseil d'administration qu'on pouvait en avoir jusque-là, même sur un mode présentiel. Chloé, si tu peux passer à l'espace de coworking, merci. Donc, l'espace de coworking, c'est une des premières solutions en fait, qu'on a souhaité mettre en place. Alors, pourquoi on parlait de solutions et pourquoi un espace de coworking? Parce que, en fait, tout simplement, alors ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric, je pense, mais c'était cette idée que le numérique se traduit aussi, enfin la culture numérique peut se traduire aussi dans les centres sociaux, dans les modes de faire. Et ici, l'espace de coworking, c'est ce qu'il vient faire parce que c'est un mode de travail et de partage qui fait aujourd'hui partie intégrante du centre social. En fait, l'ouverture de l'espace de coworking dans son environnement, il permet des collaborations inattendues, des croisements de connaissances et de projets. Là où, par exemple, on avait peut-être tendance avant à avoir des réunions sur des sujets bien précis, sur des thématiques précises dans une salle fermée, c'est simplement ce petit détail de l'ouverture qui fait que on est à proximité du photocopieur où il y a des habitants qui passent régulièrement, où il y a des collègues qui passent régulièrement. Et ça vient permettre d'avoir des discussions vraiment à bâton rompu, de permettre l'émergence de nouveaux projets ou l'optimisation de projets. Et c'est vraiment quelque chose qui est devenu en fait normal dans le sociaux, alors que c'était relativement nouveau et peut-être un petit peu incompris au début. Et maintenant, on n'imagine vraiment plus faire sans cet espace. Donc, c'est bien sûr pas uniquement réservé aux salariés. L'idée, c'est vraiment que tous les acteurs du centre social puissent s'en saisir, salariés, administrateurs, partenaires et bénévoles. Tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Chloé. Merci. Donc, un autre axe fort du projet, c'était aussi de faire des centres sociaux des lieux de montée en compétences des acteurs du centre social. Alors, par acteurs du centre social, on entend vraiment à la fois tous les acteurs d'un tiers-lieu, en fait, donc autant les salariés que ses administrateurs et que les bénévoles et bien sûr les habitants. Donc, par l'appropriation du numérique dans les usages quotidiens, donc à travers l'animation de solutions développées par les centres sociaux connectés et la formation des salariés et des habitants sur ces solutions-là. Je ne vais pas faire le détail des solutions, par contre, on pourra vous donner le site internet où vous pourrez découvrir ce qui a été travaillé dans le projet Centres sociaux connectés. On communiquera ça, oui. Pardon ? On pourra communiquer après, on enverra des choses. La mise en place d'outils collaboratifs internes à l'équipe et internes au conseil d'administration, donc comme évoqué juste avant. Mais ça aussi, on a transformé un petit peu, on a vraiment fait porter cette transformation digitale des centres sociaux sur nos territoires. Et ça a même été, on a accompagné aussi cette transformation-là assez largement sur la métropole, mais aussi sur la région. En accompagnement un grand nombre de centres sociaux durant dès le début de la crise sanitaire, en fait, dès le premier confinement, par la mise en place de formations à distance sur les outils collaboratifs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu beaucoup de témoignages de centres sociaux qui nous disaient être aujourd'hui vraiment mûrs sur ce sujet. On a aussi donc réfléchi à de nouvelles façons de faire sur la médiation numérique, avec l'idée que
ici beaucoup de cyberespace, mais que ce modèle-là était peut-être plus tout à fait pertinent, ou en tout cas qu'il ne suffisait plus, et qu'il fallait faire entrer le numérique par d'autres moyens. C'est le cas, par exemple, des Fab Labs qui ont été largement évoqués tout à l'heure par Yvan. Mais voilà, le Fab Lab, par exemple, qu'on a développé, donc, qui s'appelle La Bricole sur le croissant sud de l'île, il a vraiment pour but, en fait, de démocratiser le numérique et surtout d'enlever l'appréhension que peuvent avoir les habitants par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment par l'entrée plutôt du travail du bois, par des compétences manuelles, le travail du textile, et par surtout la discussion de sujets de projets, sans aucune contrainte, sans vraiment mettre le numérique tout de suite au cœur du sujet. Et en fait, la montée en compétences numériques, elle vient après, de façon très naturelle, quand il s'agit de venir prototyper des projets. Et c'est à ce moment-là qu'on amène la montée en compétences sur les machines de fabrication numérique et sur la montée en compétences informatique également. Ok, juste Mathias, il reste 2 minutes. Est-ce que... Eh ben, moi, j'ai justement fini cette partie-là. Pardon, je vais laisser la main à Chloé qui va boucler. Désolé, Chloé, du coup, je vais… En 2 minutes, Chloé. En 2 minutes, ça marche. De toute façon, on l'avait déjà un petit peu évoqué, mais cette méthode, voilà, centres sociaux connectés et cet univers numérique a permis, en fait, d'avoir vraiment une culture de l'expérimentation au sein des différents centres sociaux et d'avoir une approche empirique, en fait, qui permet, voilà, de créer des solutions avec les acteurs et les habitants. Et voilà, ce qui fait qu'on voilà, on ose innover, on ose expérimenter, et ce qui a notamment permis voilà, de lancer mon centre social à la maison pendant les différents confinements, voilà, période où on a proposé voilà, des contenus en ligne avec différents partenaires, avec les animateurs des centres sociaux, etc. Voilà, pour imaginer voilà, un centre social en ligne. Ce qui fait aussi voilà, que ça a permis également d'enrichir l'offre éducative, puisqu'on par la recherche en fait, de nouveaux sujets, par l'exploration de nouvelles thématiques. Donc, on le voit un petit peu sur les différentes photos, mais voilà, on propose à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, voilà, des ateliers d'impression par écran. On fait aussi de la prévention, donc voilà, ce qui concerne les dangers des écrans, des réseaux sociaux, des fake news, voilà, sans forcément le diaboliser, mais en tout cas, on essaye d'apporter un esprit critique à ce niveau. Et on partage, comme on le disait au début, voilà, via une plateforme AnimConnect, en fait, ça nous permet de partager des ressources éducatives entre centres sociaux. Donc voilà, cette idée un peu d'ouvrir et de partager nos contenus pédagogiques, ça permet forcément de l'enrichir. Et le numérique apporte aussi voilà, une plus-value à l'accompagnement et à l'insertion socio-professionnelle, que ce soit dans voilà, dans l'emploi avec voilà, des ateliers très concrets de rédaction de CV, traitement de texte, etc., découverte des plateformes d'emploi. Mais voilà, c'est aussi le renforcement de la coopération et du travail entre salariés avec des outils, des logiciels et des outils de suivi qui permettent d'optimiser en fait l'accompagnement. Et puis c'est aussi un peu l'ouverture des champs des possibles par voilà, la découverte de métiers, la découverte d'autres univers à travers le numérique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu 2 minutes. Moins que ça. Donc, merci à vous. Alors, juste si on peut enlever le partage d'écran. Ouais. Merci bien. Bon, donc, il est 12h27. On va bientôt clore ce webinaire. Mais avant que vous partiez tous, premièrement, merci de me remplir le dernier petit sondage que vous allez voir apparaître dans le chat qui nous permettra d'avoir la dernière ligne, la dernière vue sur tiers-lieux, centres sociaux, numériques. Le sommes-nous? Est-ce que nous ne le sommes pas? Pour la suite des choses, on n'a pas encore prévu obligatoirement les étapes prochaines. Je veux juste vous dire qu'au niveau numérique, il y a un séminaire qui se profile pour le mois de novembre
et que sûrement nous reparlerons de tiers-lieux, voilà, de tiers-lieux numériques et de toute cette approche. Et comme je vous le disais en intro de ce webinaire, c'est peut-être quelque chose qu'on essaiera aussi d'interroger au niveau des autres thèmes que la Fédération nationale travaille, puisque ce concept, il est quand même très, très large et qui vient interroger d'autres pratiques que celles du numérique. Et on l'a vu tous ensemble aujourd'hui, d'autres pratiques qui sont de notre quotidien de centres sociaux. Voilà, on n'en est pas à se dire qu'on va faire une autre stratégie, parce qu'on nous a déjà posé la question, pourquoi pas, mais je pense que là, le but de ce premier webinaire, c'était déjà de voir un peu, de prendre la température, de discuter collectivement et de voir un peu votre avis sur la question. Et les sondages qu'on a remplis, là, vont nous permettre aussi de se dire, voilà un peu la ligne de conduite sur laquelle nous sommes. Alors, j'ai vu passer effectivement pas mal de choses, hein. Là, je vois la ruche, et effectivement, il y a énormément de choses qui se passent dans les centres sociaux. Ce que je voudrais vous dire dans cet axe-là, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure dans les enjeux, c'est qu'il y a quand même un souci de visibilité de toute cette richesse d'activités et d'originalité dans notre réseau, et que d'autres le font différemment et sont plus repérés aujourd'hui. Voilà. Alors peut-être que c'est un mouvement éphémère, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans le chat. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse le considérer dans nos pratiques et dans notre façon de communiquer. À notre avis, c'est déjà ça le premier pas, et c'est déjà de connaître ce que c'est ce concept pour pouvoir nous-mêmes y référer et se dire que finalement, nous sommes de base finalement des tiers-lieux et qu'il n'y a pas besoin de rajouter des labels et compagnie. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. On verra ça dans le questionnaire. On a encore 2 minutes, si vous voulez, pour prendre des questions. J'ai vu qu'il y avait des questions autour de la démarche centres sociaux connectés. Et là, je vais peut-être la poser à Jean-Philippe rapidement. Voilà, Jean-Philippe, centres sociaux connectés, est-ce que vous avez prévu un essaimage? Alors, je sais que sur votre région, oui, et sur d'autres régions d'ailleurs, puisque voilà, mais voilà, il y avait la question de est-ce que centres sociaux connectés a été pensé en vue d'un essaimage? Est-ce que vous avez modélisé? Oui, alors tout à fait. Par rapport à ça, alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la fédération Nord-Pas-de-Calais qui prend le relais par rapport à cet essaimage. Il y avait déjà eu en fait, un essaimage interne au niveau de la région qui va effectivement être encore plus important. Mais maintenant, c'est la Fédé qui, effectivement, a la main sur la suite. Très bien. Il y a aussi c'est là aussi, c'est pas une question, mais je pense que la réaction, elle est assez essentielle, c'est de dire qu'on veuille travailler sur tiers-lieux, logiciels libres, communs. Une dimension est primordiale, c'est d'avancer avec les instances, le conseil d'administration, les bénévoles de la structure pour vraiment travailler cette appropriation et ce mouvement-là tous ensemble. Je peux me permettre de rajouter, Denis, à ce que tu viens de dire, en effet, on s'est bien rendu compte par le projet Centres Sociaux Connectés qu'avant de pouvoir convaincre les habitants, on avait besoin de convaincre nos collègues en premier lieu. Et en effet, ça passe aussi par la formation. Frédéric, on nous demande si les participants et participantes pourront récupérer les résultats des questionnaires. Oui, ça fait partie de… simple, ça va dépendre de ce que vous allez dire de la matinée, si c'est flatteur, bien sûr. Voilà, évidemment, en toute transparence, nous filtrerons les réponses. C'est ça que tu veux dire? Non, non, évidemment que vous aurez dans un petit compte-rendu les résultats des enquêtes et les propos. On ne mettra pas obligatoirement les prénoms, mais en tout cas, les petits commentaires que vous avez pu mettre, parce qu'ils sont aussi révélateurs des questionnements qu'on a sur nos territoires. Donc, oui, vous aurez tout ça sur un prochain mail qui vous récupérera les liens Internet des différents sites du film. Enfin, voilà. Voilà. Et la séquence de ce matin, j'ai reçu beaucoup de demandes de gens qui ne pouvaient pas être présents ce matin et qui demandaient s'ils pouvaient avoir accès à la visio qu'on a enregistrée ce matin. Et donc, on la partagera également avec vous si vous avez envie de la revoir, si vous avez envie de la partager dans votre centre social, d'en faire un objet de discussion au centre ou à la Fédé. Allez-y, n'hésitez pas à vous approprier, ça fait partie des communs, ça aussi. Complètement. Et puis, donc, il y a un groupe national numérique qui est actif depuis 2 ans. Et donc, Denis et moi sommes pilotes de ce groupe national. Donc, n'hésitez pas non plus à faire remonter vos demandes. Voilà, on a des personnes dans ce groupe qui peuvent répondre à plein de choses. Donc, là aussi, c'est aussi ça, ce groupe numérique, c'est aussi de l'entraide dans le réseau. Exactement. Merci à tous. On vous dit au revoir.
Merci de remplir le questionnaire. Je le laisse ouvert si jamais vous n'avez pas eu le temps. Je vous remets le lien pour ceux qui auraient oublié d'y aller. Et puis, on espère à très bientôt dans des contextes plus physiques. À très bientôt tout le monde. Au revoir à tous. Bon appétit, Merci. bon après-midi.